Finalement, tu as appris ta place. C'est ce que mon fils m'a dit ce soir-là, après m'avoir frappé. Et le lendemain matin, j'ai préparé un banquet. Quand il est descendu et a souri en voyant la table, il s'est assis. Puis, il a regardé sur le côté et a vu qui était assis sur l'autre chaise. Mais je vais trop vite. Laissez-moi reprendre depuis le début. Je m'appelle Angélique Thibault, j'ai 69 ans et voici l'histoire que j'aurais dû raconter il y a bien longtemps. Tout a commencé par une photographie. Pas n'importe quelle photo, celle de mon mariage, prise il y a 45 ans dans le jardin de la maison familiale à Versailles. Sur ce cliché en noir et blanc, je porte une robe de soie ivoire et Henri, mon défunt mari, me regarde comme si j'étais la seule femme au monde. Nous étions jeunes, pleins d'espoir, convaincus que l'amour suffirait à bâtir une vie. Cette photo trônait sur la commode de l'entrée depuis toujours. Chaque matin, en descendant préparer le café, je la regardais. C'était mon rituel silencieux, ma façon de dire bonjour à Henri, parti il y a 7 ans d'un arrêt cardiaque foudroyant. Mais ce matin-là, la photo n'était plus là. À sa place, un verre vide et une tache de vin rouge sur le bois ciré. J'ai senti mon cœur se serrer. Pas à cause de la tache, le bois pouvait être restauré, mais parce que je savais exactement qui avait fait ça. Oscar, mon fils unique. 42 ans, divorcé 2 fois et de retour à la maison depuis 6 mois. Juste le temps de me remettre sur pied, maman, avait-il dit en débarquant avec 3 valises et un regard que je ne reconnaissais plus. Henri et moi l'avions élevé dans le respect, l'éducation, les bonnes manières, piano le mercredi, tennis le samedi, vacances à Deauville chaque été. Oscar avait eu tout ce qu'un enfant pouvait désirer, peut-être même trop. Après la mort de son père, quelque chose s'était brisé en lui, ou peut-être que cette fracture avait toujours été là, caché sous le vernis des apparences. Les premières semaines, il était charmant. Il m'aidait avec les courses, réparait la gouttière, tondait la pelouse. Je me disais que mon fils était enfin revenu, que le chagrin nous avait rapprochés. Puis, petit à petit, les choses ont changé. Les demandes sont devenues des exigences, les conversations, des monologues. Les portes qu'il fermait doucement se sont mises à claquer. Et moi, je me suis mise à marcher sur la pointe des pieds dans ma propre maison. Maman, tu peux me prêter 500 €, juste pour ce mois-ci? Maman, j'ai invité des amis ce soir. Prépare quelque chose de bien. Maman, tu pourrais faire moins de bruit le matin? J'essaie de dormir. Je disais oui, toujours oui, parce que c'était mon fils, parce qu'il traversait une période difficile, parce qu'une mère, ça ne refuse rien à son enfant. Mais ce matin-là, devant la commode vide et la tache de vin, j'ai compris quelque chose. J'avais peur. Peur dans ma propre maison. Peur de mon propre fils. J'ai ramassé le verre, essuyé la tache avec un chiffon humide, et je suis descendue à la cave chercher la photo. Je l'ai trouvée jetée dans un carton, le cadre fendu. J'ai tenu cette photo contre ma poitrine, et j'ai fermé les yeux. « Henri », ai-je murmuré. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Le soir même, Oscar est rentré tard. Je l'ai entendu monter l'escalier en titubant, puis claquer la porte de sa chambre. J'étais assise dans le salon, dans le noir, la photo réparée posée sur mes genoux. Je me suis demandé combien de temps encore j'allais pouvoir faire semblant que tout allait bien. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Les semaines suivantes ont été étranges. Oscar est devenu encore plus distant, plus froid. Il passait ses journées enfermé dans sa chambre, au téléphone, à parler fort, à donner des ordres à des gens que je ne connaissais pas. Un après-midi, je suis montée lui apporter une tasse de thé. J'ai frappé doucement. « Quoi encore » a-t-il crié de l'autre côté. J'ai entrouvert la porte. Il était assis à son bureau, des papiers étalés devant lui. Quand il m'a vu, il a rapidement tout retourné. « Je t'ai apporté du thé, mon chéri. » Il m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de mépris et d'impatience. « Je t'ai demandé quelque chose, maman? » « Non. Alors arrête de m'envahir. » J'ai posé la tasse sur le bord du bureau et je suis sortie sans un mot. Dans le couloir, j'ai entendu sa voix reprendre au téléphone. « Oui, la maison est à son nom, mais elle est vieille. Ça ne devrait pas poser de problème. » Mon sang s'est glacé. La maison. Il parlait de ma maison. Il y a des moments dans la vie où l'on sent le sol se dérober sous nos pieds. Pas brutalement, comme un tremblement de terre. Non, c'est plus subtil. C'est comme si chaque jour, quelqu'un retirait une petite pierre sous vos pieds. Et vous ne vous en rendiez compte que lorsqu'il était déjà trop tard pour retrouver l'équilibre. Cette phrase, « Oui, la maison est à son nom, mais elle est vieille. Ça ne devrait pas poser de problème. » est restée gravée dans mon esprit comme une brûlure. Je suis descendue à la cuisine, les jambes tremblantes. J'ai ouvert le placard où je rangeais mes documents importants et j'ai sorti l'acte de propriété de la maison.
Cette maison que Henri et moi avions achetée en 1983 avec nos économies et nos rêves. Cette maison où Oscar avait fait ses premiers pas, où nous avions fêté tous ses anniversaires, où Henri était mort dans son sommeil, paisiblement, un matin de novembre. L'acte était bien à mon nom, uniquement à mon nom. Henri avait insisté pour qu'il en soit ainsi. « Si jamais il m'arrive quelque chose, je veux que tu sois protégé, mon amour », m'avait-il dit en signant chez le notaire. J'ai refermé le document et je l'ai rangé dans un tiroir que j'ai fermé à clé. Pour la première fois de ma vie, je fermais quelque chose à clé dans ma propre maison, pour me protéger de mon propre fils. Les jours suivants, j'ai observé Oscar différemment. Pas comme une mère regarde son enfant, avec cet amour aveugle qui pardonne tout. Non, je l'ai observé comme on observe un étranger. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il fouillait, dans mes tiroirs, dans mes papiers, dans mes affaires personnelles. Je le savais parce que je laissais des petits signes, un stylo posé dans un certain sens, un papier plié d'une certaine manière. Et chaque soir, quand je rentrais de mes courses ou de mes promenades, ces signes avaient bougé. Oscar cherchait quelque chose, et je savais exactement quoi. Un matin, je suis allé voir Maître Beaumont, le notaire de la famille depuis 30 ans. Son cabinet se trouvait rue de la Paix, dans un de ces beaux immeubles haussmanniens avec des moulures au plafond et des parquets qui craquent sous les pas. « Madame Thibault, quel plaisir de vous revoir », m'a-t-il dit en me serrant la main. « Comment allez-vous depuis qu'Henri nous a quittés ?» ai-je terminé doucement. « Aussi bien que possible, maître, mais aujourd'hui, je ne viens pas pour parler du passé. Je viens pour protéger ce qui me reste. » Je lui ai raconté. Pas tout, pas encore, mais assez pour qu'il comprenne que quelque chose n'allait pas. Il m'a écouté sans m'interrompre, ses mains croisées sur son bureau en bois sombre. « Votre fils vit avec vous depuis 6 mois, dites-vous ?»« Oui, et il s'intéresse de très près à votre patrimoine. »« Oui. » Il y a eu un silence, puis Maître Beaumont a ouvert un tiroir et en a sorti un dossier. « Madame Thibault, j'ai connu votre mari. C'était un homme de bien, un homme prudent. Avant sa mort, il est venu me voir. Il voulait s'assurer que vous seriez protégée, quoi qu'il arrive. Il a posé le dossier devant moi. Henri a fait établir un testament. Tout vous revient, évidemment. Mais il a aussi mis en place certaines dispositions. Au cas où Oscar tenterait de... Il a cherché ses mots avec délicatesse. Au cas où Oscar tenterait de profiter de votre vulnérabilité. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Même mort, Henri continuait à me protéger. Que puis-je faire, maître? D'abord, ne signez rien. Absolument rien. Ensuite, si les choses deviennent difficiles, appelez-moi, jour et nuit. Vous avez ma parole. Je suis rentré chez moi avec un sentiment étrange. Un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement de savoir que je n'étais pas seule. Tristesse de réaliser que j'avais besoin de me protéger de mon propre enfant. Ce soir-là, Oscar m'a demandé de l'argent. Encore. Maman, j'ai un problème. Mes créanciers me harcèlent. J'ai besoin de 10 000 euros, juste pour les faire patienter. 10 000 euros. Il y a 6 mois, ils m'en demandaient 500. Maintenant, c'était 10 000. Oscar, je ne peux pas. C'est beaucoup trop. Son visage s'est durci. Comment ça, tu ne peux pas? Tu vis dans une maison qui vaut au moins 500 000 euros, tu as la pension de papa, et tu me dis que tu ne peux pas m'aider? Ce n'est pas une question d'argent, Oscar. C'est une question de... De quoi? De confiance? Il a ri. Un rire froid, métallique. Tu ne me fais pas confiance, c'est ça? Ton propre fils? Je ne t'ai pas dit ça. Tu n'as pas besoin de le dire, maman. Je le vois dans tes yeux. Depuis que papa est mort, tu me regardes comme si j'étais un étranger. Il s'est approché de moi, trop près. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu deviens égoïste avec l'âge. Tu t'accroches à ton argent, à ta petite vie tranquille, et tu te fiches bien de savoir que ton fils est en train de couler. Oscar, ce n'est pas juste. J'ai toujours quoi? Toujours été là? Toujours tout donné? Il a secoué la tête. Non, maman, tu as toujours contrôlé. Toi et papa, vous m'avez étouffé toute ma vie avec vos règles, vos attentes, votre perfection bourgeoise. Et maintenant que j'ai besoin d'aide, tu me tournes le dos. Je sentais mon cœur battre si fort que j'avais peur qu'il l'entende. « Je vais te laisser réfléchir », a-t-il dit en se dirigeant vers l'escalier. « Mais je te préviens, maman, je ne suis plus un enfant, et je ne vais pas mendier éternellement. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon lit, la photographie de mariage sur mes genoux, à regarder le visage de Henri. Qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment? Ai-je murmuré dans le noir. Où ai-je échoué? Mais Henri ne pouvait plus me répondre. Les semaines ont passé. Oscar est devenu de plus en plus agressif. Pas physiquement, pas encore. Mais ses mots étaient comme des gifles. Tu as oublié d'acheter mon café préféré. Tu fais exprès ou tu deviens vraiment sénile? Tu pourrais repasser mes chemises correctement, non? Ou c'est trop compliqué maintenant?
J'ai invité quelqu'un à dîner ce soir. Fais un effort sur ta tenue, au moins. J'ai honte quand tu te promènes en robe de chambre. Chaque remarque était une petite mort. Chaque regard méprisant creusait un peu plus le gouffre entre nous. Et moi, je me taisais. Je baissais la tête. J'obéissais. Parce que c'était mon fils. Parce que j'avais peur de le perdre. Parce qu'une mère, ça pardonne tout. N'est-ce pas? Un après-midi, je suis allée me promener dans le parc de Versailles. C'était un jour gris de novembre, et les feuilles mortes tourbillonnaient sous mes pas. Je me suis assise sur un banc, celui où Henri et moi venions souvent, et j'ai regardé les arbres dénudés. Une femme s'est assise à côté de moi. Elle devait avoir mon âge, peut-être un peu plus jeune. Elle avait un visage doux, des yeux tristes. C'est beau, même en hiver, n'est-ce pas? A-t-elle dit. Oui, différent, mais beau. Nous sommes restés silencieuses un moment, puis elle a ajouté, comme si elle pensait à voix haute, « Mon fils vit avec moi depuis 1 an, depuis son divorce. Au début, je pensais que ça me ferait du bien de ne plus être seule, mais maintenant, je me sens plus seule que jamais. » Mon cœur a fait un bond. J'ai tourné la tête vers elle. « Votre fils, il est difficile ?» Elle a souri tristement. C'est un mot gentil pour décrire ce qu'il est devenu, mais je ne peux rien dire. C'est mon enfant, et une mère ne peut pas abandonner son enfant, même quand il devient... Elle n'a pas terminé sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. « Comment faites-vous » ai-je demandé doucement. « Je survis. » Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Mais je ne vis plus. Il y a une différence, vous savez. » Elle s'est levée, a ajusté son écharpe et m'a souri une dernière fois. « Prenez soin de vous, madame, et n'oubliez jamais, même une mère a le droit d'être heureuse. » Elle est partie, et je suis restée seule sur ce banc, avec ces mots qui résonnaient dans ma tête. Même une mère a le droit d'être heureuse. Est-ce que j'étais heureuse? Non. J'étais prisonnière, dans ma propre maison, de mon propre fils. Ce soir-là, je suis rentrée avec une nouvelle détermination. Une petite flamme qui s'était allumée au fond de mon cœur. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. La maison était trop silencieuse. Pas le silence paisible d'une soirée tranquille. Non, le silence lourd, pesant, qui précède l'orage. « Oscar » ai-je appelé? Pas de réponse. J'ai monté l'escalier, mon cœur battant de plus en plus fort. La porte de ma chambre était ouverte, grande ouverte. Et à l'intérieur, Oscar fouillait dans mon armoire. Mes vêtements étaient jetés sur le lit, mes tiroirs vidés sur le sol. Il cherchait quelque chose avec une frénésie qui faisait peur. « Oscar, qu'est-ce que tu fais ?» Il s'est retourné. Son visage était rouge, ses yeux injectés de sang. « Où est-ce que tu l'as caché ?»« Caché quoi ?»« L'acte de propriété, le testament de papa, les documents de la banque, tout. Où est-ce que tu as caché tout ça ? Ce sont mes affaires, Oscar. Tu n'as pas le droit ? J'ai tous les droits, a-t-il hurlé. Je suis ton fils. Cette maison devrait déjà être à moi. Papa me l'avait promise. Ton père ne t'a rien promis de tel. Tu mens. Tu as toujours tout gardé pour toi. L'argent, la maison, l'amour de papa. Et maintenant, tu veux me laisser dans la rue ? Oscar, personne ne veut te mettre dans la rue. Mais cette maison est à moi, et elle le restera. Il y a eu un silence terrible. Un silence où j'ai vu quelque chose se briser définitivement dans les yeux de mon fils. « Très bien », a-t-il dit d'une voix glaciale. « Tu veux jouer comme ça ? On va jouer comme ça. » Il est sorti de la chambre en claquant la porte si fort que les murs ont tremblé. Je me suis assise sur mon lit, au milieu du chaos, et j'ai pleuré. Pleuré pour ce fils que j'avais perdu. Pleuré pour cet enfant qui n'existait plus. Pleuré pour cette vie que je ne reconnaissais plus. Cette nuit-là, j'ai dormi avec ma porte fermée à clé. Pour la première fois de ma vie, j'avais peur de dormir sous mon propre toit. Il y a une différence entre la peur et la terreur. La peur, c'est ce frisson qui vous parcourt l'échine quand vous entendez un bruit suspect dans la nuit. La terreur, c'est quand ce bruit vient de la chambre de votre propre fils et que vous savez qu'il ne dort pas, qu'il attend, qu'il prépare quelque chose. Les jours qui ont suivi cette nuit ont été les plus étranges de ma vie. Oscar ne m'adressait plus la parole. Il passait devant moi comme si j'étais un fantôme. Quand je préparais le dîner, il mangeait debout, dans la cuisine, puis remontait dans sa chambre sans un regard. Quand je lui disais bonjour le matin, il ne répondait pas. Le silence est parfois plus violent que les cris. J'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Je faisais mes courses le mardi et le vendredi, comme toujours. Je prenais mon thé à 4 heures de l'après-midi dans le salon, avec un livre. Je regardais les informations à 20 heures. Je cultivais l'illusion de la normalité, mais cette illusion se fissurait un peu plus chaque jour. Un matin, j'ai reçu un appel de la banque. « Madame Thibault, ici Monsieur Renard, votre conseiller. Je vous appelle au sujet d'une demande inhabituelle que nous avons reçue. » Mon cœur s'est serré. Quelle demande? Votre fils, Oscar Thibault,
s'est présenté hier à l'agence. Il prétend avoir une procuration sur vos comptes et souhaite effectuer un virement de 50 000 €. J'ai failli lâcher le téléphone. Une procuration? Je n'ai jamais signé de procuration. C'est bien ce que je pensais. Il a présenté un document, mais quelque chose ne nous a pas paru régulier. Nous avons préféré vérifier directement avec vous avant d'entreprendre quoi que ce soit. Monsieur Renard, je vous en supplie, ne lui donnez rien, pas un centime. Il y a eu un silence. Madame Thibault, pardonnez-moi d'être directe, mais est-ce que tout va bien chez vous? Votre fils semblait très insistant, presque agressif avec notre personnel. Ma voix s'est brisée. Non, monsieur Renard, tout ne va pas bien. Voulez-vous que nous bloquions vos comptes temporairement? Pour votre protection? Oui, s'il vous plaît. C'est fait, madame. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à... Enfin, nous avons des contacts, des personnes qui peuvent vous conseiller dans ce genre de situation. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le salon, tremblante. Oscar avait falsifié une procuration. Mon fils avait tenté de me voler 50 000 €. Ce n'était plus de la manipulation. C'était de l'escroquerie. Un crime. J'ai repensé à cette femme dans le parc. Même une mère a le droit d'être heureuse. Mais avais-je encore le droit d'être en sécurité? Avais-je le droit de vivre sans avoir peur dans ma propre maison? Cet après-midi-là, pendant que Oscar était sorti, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire un jour. J'ai monté dans sa chambre. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes tempes. J'ai ouvert la porte doucement, comme une voleuse dans ma propre maison. La chambre était dans un désordre absolu. Des vêtements partout, des assiettes sales empilées sur le bureau, des bouteilles vides sous le lit. Mais ce n'était pas ça qui m'a fait froid dans le dos. Sur le bureau, il y avait des papiers, beaucoup de papiers. Je me suis approchée, les mains tremblantes. Le premier document était une estimation immobilière de ma maison. 590 000 €. Quelqu'un avait souligné le montant en rouge, plusieurs fois, avec une telle violence que le stylo avait transpercé le papier. Le deuxième document était un contrat de vente, pré-rempli, avec mon nom comme vendeur et celui d'Oscar comme acheteur, pour 1 € symbolique. 1 €. Ma maison, celle où j'avais vécu 40 ans, celle où j'avais élevé mon fils, celle où mon mari était mort. 1 €. Il y avait d'autres papiers, des relevés bancaires, les miens, qu'il avait dû voler dans mes tiroirs, des recherches internet sur comment faire déclarer quelqu'un inapte et tutelle personne âgée procédure. J'ai dû m'asseoir sur le lit, mes jambes ne me portaient plus. Mon fils voulait me faire passer pour folle, pour incompétente, pour qu'un juge me place sous tutelle. Et devinez qui serait le tuteur? Oscar, évidemment. Oscar, qui pourrait alors vendre ma maison, vider mes comptes, disposer de tout ce que Henri et moi avions construit pendant toute une vie. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas. Il était de retour. J'ai remis les papiers exactement comme je les avais trouvés, et je suis descendue aussi vite que mes vieilles jambes me le permettaient. Quand Oscar est entré dans le salon, j'étais assise avec mon livre, feignant de lire, alors que les lettres dansaient devant mes yeux. Il m'a regardée, longtemps, intensément. « Tu es allé dans ma chambre. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. « Non, ne me mens pas. » Il s'est approché. « Tu as touché mes affaires. » « Oscar, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais très bien. » Son visage était à quelques centimètres du mien maintenant. « Tu fouilles, tu espionnes, tu te méfies de ton propre fils. Qu'est-ce qui t'est arrivé, maman? Tu es devenue parano? » J'ai essayé de garder mon calme, mais ma voix tremblait. « Je n'ai rien fait, Oscar. »« Vraiment? Alors pourquoi tu as fait bloquer tes comptes bancaires? » Mon sang s'est glacé. Comment le savait-il? « La banque m'a appelé cet après-midi, » a-t-il continué, sa voix montant d'un cran. « Ils m'ont dit que tu avais demandé à bloquer tous tes comptes, que tu m'accusais de... De quoi, au juste? De vol? Tu as essayé de voler 50 000 € avec une fausse procuration. » Les mots étaient sortis tout seuls. Je n'avais pas pu les retenir. Le visage d'Oscar s'est transformé. La colère a laissé place à quelque chose de plus froid, de plus calculé. « Ah !» Il a souri, un sourire qui ne ressemblait à rien d'humain. « Donc c'est ça. Tu penses vraiment que j'essaie de te voler? » Oscar, j'ai vu les papiers, le contrat de vente pour 1 €, les recherches sur la tutelle. Je sais ce que tu prépares. Il y a eu un long silence. Puis Oscar a éclaté de rire, un rire qui m'a glacé jusqu'aux os. « Tu sais quoi, maman? Tu as raison, je prépare quelque chose. Parce que je ne vais pas rester là à attendre que tu meurs de ta belle mort pour enfin avoir ce qui me revient de droit. Rien ne te revient de droit. Cette maison est à moi. Cette maison aurait dû être à moi dès la mort de papa. Mais non, monsieur avait tout laissé à sa chère petite femme, sans penser une seconde à son fils, à celui qui porte son nom. Ton père t'aimait, Oscar. Mon père me contrôlait, comme toi, toute ma vie.
Vous m'avez étouffé avec vos règles, vos attentes, votre morale bourgeoise à la con. Ne parle pas de ton père comme ça. Je parlerai comme je veux. Il a hurlé si fort que j'ai sursauté. C'est ma maison aussi. J'y ai grandi. J'y ai des souvenirs. Et tu n'as pas le droit de me la prendre. Je ne te prends rien. C'est ma maison. Plus pour longtemps. Ces mots ont flotté dans l'air, comme une menace. Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'est penché vers moi, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Quelque chose de sombre, de dangereux. Tu commences à oublier des choses, maman. Tu perds la tête. Tout le monde peut le voir. Le facteur, la voisine, le pharmacien. Tout le monde remarque que tu n'es plus toi-même. C'est faux. Vraiment? Alors pourquoi tu poses 3 fois la même question en 1 heure? Pourquoi tu oublies où tu as mis tes clés? Pourquoi tu te promènes en chemise de nuit en pleine journée? Je n'ai jamais... Si, tu l'as fait, et j'ai des témoins qui le confirmeront. J'ai compris. Il mentait. Il construisait un scénario. Il manipulait la réalité pour me faire passer pour sénile. Tu es en train de me détruire, ai-je murmuré. Non, maman. Je suis en train de reprendre ce qui m'appartient. Il est sorti du salon, me laissant seule, tremblante, au bord des larmes. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque craquement du parquet me glaçait le sang. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu Oscar descendre. J'ai entendu ses pas dans le couloir. Puis ils se sont arrêtés. Devant ma porte, il est resté là, immobile, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis il est remonté. Au petit matin, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus rester passive. Je ne pouvais plus attendre que les choses empirent. J'ai appelé Maître Beaumont. « Maître, j'ai besoin de vous voir. Aujourd'hui. C'est urgent. » Sa voix était calme, rassurante. « Je vous attends à 14 heures, Madame Thibault. » Dans son bureau, j'ai tout raconté. Les menaces, la fausse procuration, les papiers dans sa chambre, les recherches sur la tutelle, tout. Maître Beaumont écoutait, les doigts croisés, le visage grave. Quand j'ai terminé, il y a eu un long silence. « Madame Thibault, ce que vous me décrivez est extrêmement préoccupant. Votre fils ne se contente pas de vous manipuler. Il prépare activement une fraude. Que puis-je faire? Plusieurs choses. D'abord, je vais rédiger une déclaration notariée attestant de votre pleine capacité mentale. Cela compliquera considérablement toute tentative de mise sous tutelle. Ensuite, je vous conseille vivement de porter plainte pour tentative d'escroquerie. Porter plainte? Contre mon propre fils? Madame Thibault. Sa voix était douce mais ferme. Votre fils a falsifié un document pour vous voler 50 000 €. C'est un délit pénal. Et si vous ne réagissez pas maintenant, cela ne fera qu'empirer. Mais c'est mon enfant. C'est un homme de 42 ans qui menace sa mère. Il y a une différence. J'ai pensé à Henri. Qu'aurait-il fait à ma place? Aurait-il protégé notre fils, quoi qu'il arrive? Ou aurait-il protégé sa femme? Je ne sais pas si j'en ai la force, ai-je murmuré. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Maître Beaumont a posé sa main sur la mienne. Et vous n'êtes pas seule. Henri l'avait prévu. Il avait vu quelque chose en Oscar, quelque chose qui l'inquiétait. C'est pour ça qu'il a pris toutes ces précautions, pour vous protéger. Henri savait, pas avec certitude, mais il avait des doutes, et il m'avait fait promettre de veiller sur vous si jamais... Il n'a pas terminé sa phrase. J'ai regardé par la fenêtre du cabinet. Dehors, la vie continuait. Les gens marchaient, riaient, vivaient. Et moi, j'étais enfermée dans un cauchemar dont je ne voyais pas l'issue. Donnez-moi quelques jours, ai-je dit finalement, pour réfléchir, pour être sûre. Bien sûr. Mais Madame Thibault, ne tardez pas trop. Votre sécurité est en jeu. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Oscar dans le salon. Il regardait la télévision, affalé sur le canapé, une bière à la main. « Tu étais où ?» a-t-il demandé sans me regarder. « Chez le médecin. »« Ah oui? Quel médecin ?»« Le docteur Martin, pour mon contrôle annuel. » Il a tourné la tête vers moi, les yeux plissés. « Le docteur Martin? Je croyais que tu allais chez le docteur Leblanc maintenant. » J'ai senti mon cœur accélérer. Il me testait. Il vérifiait si j'avais vraiment été chez le médecin. « Non, c'est le docteur Martin. Comme toujours. Bizarre. Parce que le docteur Martin a pris sa retraite il y a 2 ans. Le piège s'était refermé sur moi. Je me suis trompée. C'est le docteur Leblanc. » Oscar a souri, ce sourire terrible que je commençais à connaître. « Tu vois, maman, tu mélanges tout, tu oublies tout. C'est exactement ce que je disais. Tu n'es plus en état de gérer ta propre vie. J'ai juste confondu 2 noms. Aujourd'hui, 2 noms. Demain, tu oublieras d'éteindre le gaz, ou tu te perdras en rentrant des courses. C'est comme ça que ça commence, tu sais, la sénilité. Petit à petit, il s'est levé, s'est approché de moi. Mais ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais m'occuper de toi. Je vais prendre les décisions à ta place. Pour ton bien? » Ses mots étaient doux, mais son ton était glacial. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez.
ai-je murmuré dans ma tête, comme si quelqu'un pouvait m'entendre. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir que je ne suis pas seule. Les jours suivants ont été un ballet macabre. Oscar continuait ses manœuvres. Il racontait aux voisins que je perdais la mémoire. Il appelait mon médecin pour s'inquiéter de mes troubles cognitifs. Il notait sur un carnet, qu'il laissait bien en évidence, toutes mes erreurs, des erreurs qu'il inventait de toutes pièces. 15 novembre. Maman a oublié de fermer la porte d'entrée. 18 novembre. Maman a laissé couler l'eau du robinet pendant 2 heures. 20 novembre. Maman m'a appelé Henri à 3 reprises. Tout était faux, mais c'était écrit. Et l'écrit, ça a du poids, surtout devant un juge. Un soir, alors que je préparais le dîner, Oscar est entré dans la cuisine. « Il faut qu'on parle. » J'ai posé mon couteau. Mon cœur battait déjà. « De quoi ? De ton avenir, de ta santé, de cette maison qui devient trop grande pour toi. Cette maison n'est pas trop grande pour moi. Maman, sois raisonnable. Tu as bientôt 70 ans. Tu es seule. Cette maison nécessite un entretien constant. Et avec ton état, quel état ? Je vais très bien. Non, tu ne vas pas bien. Et plus tu t'obstines à nier l'évidence, plus tu te mets en danger. Il a sorti une brochure de sa poche et l'a posée sur la table. Les jardins de sérénité. Une maison de retraite magnifique, à 20 minutes d'ici. J'ai pris rendez-vous pour une visite demain. J'ai regardé la brochure, des vieillards souriants dans un jardin impeccable, des chambres médicalisées, des infirmières en blouse blanche, une prison dorée. Je n'irai pas. Ce n'est pas une question. Tu iras. Tu ne peux pas me forcer. Oh, mais je peux. Il a sorti un autre papier. J'ai rendez-vous avec un psychiatre la semaine prochaine, le docteur Rousseau, un spécialiste des troubles cognitifs liés à l'âge. Il va t'examiner et rédiger un rapport. Et ce rapport, je le présenterai au juge des tutelles. Tu n'as pas le droit. J'ai tous les droits. Je suis ton fils, ton seule famille. Et quand le juge verra l'état dans lequel tu es, il me nommera tuteur. Et alors, je vendrai cette maison. Je placerai l'argent. Et je te mettrai dans cet établissement où tu seras enfin en sécurité. En prison, tu veux dire. Appelle ça comme tu veux. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Une digue qui cédait après avoir retenu trop d'eau pendant trop longtemps. Pourquoi ? Ma voix n'était plus qu'un murmure. C'est « Pourquoi tu me fais ça ? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me haïsses à ce point ?» Il m'a regardé. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu quelque chose ressemblant à de l'émotion dans ses yeux. Mais ce n'était ni de l'amour, ni du regret. C'était du mépris. Tu ne m'as rien fait, maman. C'est ça le problème. Tu n'as jamais rien fait. Tu as toujours été là, soumise, effacée, à attendre que papa te dise quoi faire, quoi penser, quoi être. Et maintenant qu'il est mort, tu continues. Tu continues à être cette petite chose pathétique qui s'accroche à sa maison et à ses souvenirs. Ce n'est pas vrai. Si, et tu sais quoi ? J'en ai assez. J'en ai assez d'attendre. J'en ai assez de faire semblant de t'aimer. J'en ai assez de jouer au fils dévoué. Ces mots étaient comme des coups de couteau. Alors voilà ce qui va se passer. Tu vas accepter ton placement. Tu vas signer tous les papiers que je te présenterai. Et tu vas me laisser vendre cette maison. Non, non, il a ri. Tu crois que tu as le choix ? J'ai toujours le choix. Très bien. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné. Mais rappelle-toi une chose, maman. Je peux rendre ta vie très, très difficile. Et crois-moi, je n'hésiterai pas. Il est sorti me laissant seule dans la cuisine, les jambes tremblantes, le cœur brisé. Cette nuit-là, j'ai pris la photographie de mon mariage et j'ai parlé à Henri comme s'il était encore là. Mon amour, j'ai peur. J'ai peur de notre fils. J'ai peur de ce qu'il est devenu. Et je ne sais plus quoi faire. Mais dans le silence de la nuit, une petite voix a murmuré en moi. Tu sais exactement quoi faire. Tu l'as toujours su. Tu as juste eu peur de le faire. Et cette voix avait raison. Le lendemain matin, j'ai rappelé Maître Beaumont. Je suis prête. Je vais porter plainte. Il y a des décisions qui changent une vie en une seconde. Comme le jour où j'ai dit oui à Henri devant l'hôtel. Comme le jour où j'ai tenu Oscar dans mes bras pour la première fois, ce petit être fragile qui dépendait entièrement de moi. Comme le jour où j'ai enterré mon mari, sachant que plus rien ne serait jamais pareil. Et puis, il y a eu ce jour. Le jour où j'ai décidé de porter plainte contre mon propre fils. Maître Beaumont m'a accompagné au commissariat. C'était un mardi matin, gris et froid, avec ce vent de novembre qui vous glace jusqu'aux os. Le bâtiment était moderne, tout en verre et en béton. Rien à voir avec les vieux commissariats qu'on voit dans les films. Ça sentait le café et le désinfectant. Une jeune femme en uniforme nous a reçus. Elle devait avoir 30 ans, peut-être moins. Elle s'appelait Lieutenant Morel, et elle avait des yeux doux qui m'ont tout de suite mise à l'aise. « Madame Thibault, asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis assise sur la chaise en plastique, mes mains tremblantes posées sur mes genoux. Maître Beaumont était à côté de moi, une présence rassurante. « Racontez-moi tout depuis le début. Prenez votre temps. »
Et j'ai raconté tout. Les 6 mois d'enfer, les demandes d'argent croissantes, la fausse procuration, les papiers trouvés dans sa chambre, les menaces, le harcèlement psychologique, les tentatives pour me faire passer pour folle. À mesure que je parlais, je voyais le visage du lieutenant Morel se durcir. « Madame Thibault, ce que vous décrivez s'appelle de l'abus de faiblesse, de la tentative d'escroquerie et potentiellement de la violence psychologique sur personnes vulnérables. Ce sont des délits graves. Personnes vulnérables ? J'ai presque souri, malgré la situation. Je ne me sens pas particulièrement vulnérable. Aux yeux de la loi, une personne de votre âge vivant seule peut être considérée comme vulnérable, surtout face à un membre de sa famille qui abuse de sa position. Elle a noté tout ce que je disais, posant des questions précises, demandant des dates, des noms, des détails. Quand j'ai mentionné la tentative à la banque, ses yeux se sont allumés. « Vous avez des preuves de cette tentative ?» La banque a tout gardé en dossier. Monsieur Renard, mon conseiller, peut témoigner. Parfait. Et les documents que vous avez trouvés dans sa chambre? J'ai eu peur de les prendre. C'était chez lui. Je comprends. Mais nous allons avoir besoin de ces documents. Avec votre autorisation, nous pourrions procéder à une perquisition. Une perquisition. Chez moi, dans la maison où j'avais vécu toute ma vie d'adulte. L'idée était surréaliste. Oui, ai-je murmuré. Faites ce qu'il faut. Le lieutenant Morel a continué à écrire, puis elle a levé les yeux vers moi. Madame Thibault, je dois vous poser une question difficile. Votre fils a-t-il déjà été violent physiquement avec vous? Non, jamais. Je me suis arrêtée. Enfin, pas encore, mais j'ai peur qu'il le devienne. Il y a quelque chose dans ses yeux. Parfois, je comprends. Écoutez, nous allons ouvrir une enquête. Dans un premier temps, nous allons convoquer votre fils pour l'entendre. Nous allons saisir les documents bancaires, interroger les témoins. Cela prendra du temps, mais nous prendrons cette affaire très au sérieux. Combien de temps? Quelques semaines, peut-être plus. En attendant, avez-vous un endroit où aller? De la famille? Des amis? Non, je n'ai personne. Et si vous restiez chez vous, pensez-vous être en sécurité? J'ai regardé Maître Beaumont. Il a pris la parole. Lieutenant, puis-je suggérer une ordonnance de protection? Quelque chose qui interdirait à Oscar Thibault de s'approcher de sa mère? C'est possible, mais cela nécessite une décision du juge. Et tant qu'il n'y a pas eu de violence physique avérée, il y a eu des menaces. Des menaces verbales, oui, mais sans témoin, sans enregistrement. Je comprenais. La justice avait besoin de preuves tangibles. Des mots prononcés dans l'intimité d'une maison n'avaient pas de poids devant un tribunal. En attendant, Madame Thibault, je vous conseille vivement de ne pas rester seule avec lui. Ayez toujours votre téléphone sur vous. Et si jamais il devient violent, même verbalement, appelez immédiatement le 17. Nous interviendrons. Quand je suis sortie du commissariat, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon. J'étais épuisée, vidée, mais aussi soulagée. J'avais franchi le pas. J'avais dit la vérité à voix haute. J'avais cessé d'être complice de mon propre calvaire. Vous avez été très courageuse, m'a dit Maître Beaumont en me raccompagnant à ma voiture. Je ne me sens pas courageuse. Je me sens coupable. C'est mon fils. Je viens de le dénoncer à la police. Vous ne l'avez pas dénoncé. Vous vous êtes protégée. Ce n'est pas la même chose. Pour une mère, si. En rentrant chez moi, j'ai trouvé la maison vide. La voiture d'Oscar n'était pas dans l'allée. J'ai monté dans ma chambre et je me suis assise sur mon lit. La photographie de mariage entre mes mains. Henri, j'espère que je fais ce qu'il faut. J'espère que tu ne m'en veux pas. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Allô? Madame Thibault? Ici le docteur Rousseau. Je vous appelle au sujet du rendez-vous que votre fils a pris pour vous. Mon cœur a bondi. Le psychiatre. Celui qui devait m'examiner pour le dossier de tutelle. Je voulais vous prévenir personnellement que j'ai annulé ce rendez-vous. Votre fils a insisté, mais après avoir vérifié certaines informations, j'ai des doutes sur la légitimité de sa démarche. Comment ça? Il prétendait que vous présentiez des troubles cognitifs sévères, mais quand j'ai contacté votre médecin traitant, le docteur Leblanc, il m'a assuré que vous étiez en parfaite santé mentale. Votre dernier bilan cognitif, réalisé il y a 3 mois, était tout à fait normal. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Le docteur Leblanc, mon médecin depuis 20 ans, il m'avait protégé sans même que je le lui demande. Je ne savais pas. De plus, Madame Thibault, votre fils m'a offert une somme d'argent importante pour que je rédige un rapport, orienté. Je trouve cette pratique non seulement contraire à l'éthique, mais aussi extrêmement préoccupante. Il a essayé de vous corrompre? En des termes plus directs, oui. Je vous conseille vivement de consulter un avocat si ce n'est pas déjà fait. Votre fils semble avoir des intentions qui ne sont pas dans votre intérêt. Merci, docteur. Merci infiniment. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le silence. Oscar avait essayé de corrompre un psychiatre. Il était prêt à aller jusque-là. Jusqu'où irait-il encore? Oscar est rentré en fin d'après-midi.
J'étais dans la cuisine, préparant une soupe. Il est entré, a ouvert le réfrigérateur, pris une bière et s'est appuyé contre le plan de travail. « Tu as passé une bonne journée ?» a-t-il demandé d'un ton faussement décontracté. « Normal. Tu es sorti ?»« Oui. Faire quelques courses. »« Juste des courses ?» J'ai continué à couper mes légumes, essayant de garder mes mains stables. « Oui. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu un appel étrange. Du docteur Rousseau. Il a annulé ton rendez-vous. »« Ah bon ? Tu ne savais pas ?»« Non. » Il s'est approché. Trop près. Comme toujours. Il m'a dit que tu étais en parfaite santé mentale, que ton médecin traitant l'avait confirmé. C'est bizarre, non ? Parce que moi, je te vois oublier des choses tous les jours. Peut-être que tu vois ce que tu veux voir. Les mots étaient sortis avant que je puisse les retenir. Oscar a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu insinues ? Rien. Non, vas-y. Dis-le. Tu penses que j'invente ? Que je mens ? Je ne pense rien. Tu sais quoi, maman ? Sa voix était devenue glaciale. Tu commences vraiment à m'énerver. Il a posé sa bière avec un bruit sec et est sorti de la cuisine. J'ai lâché mon couteau. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais plus les contrôler. Les jours suivants ont été les plus étranges de toute cette période. Oscar m'évitait. Il sortait tôt le matin et rentrait tard le soir. Quand nous nous croisions, il ne me parlait plus. Il me regardait à peine. C'était le calme avant la tempête, et je le savais. Un matin, j'ai reçu un appel du lieutenant Morel. « Madame Thibault, nous avons convoqué votre fils pour un interrogatoire demain à 14 heures. Je préfère vous prévenir au cas où il réagirait mal. Il ne sait pas que j'ai porté plainte. Il le saura demain. Et je dois vous dire, madame, que dans ce genre de situation, les choses peuvent rapidement dégénérer. Avez-vous quelqu'un qui peut rester avec vous dans les prochains jours ? Non ? Mais ça ira. Madame Thibault, je suis sérieuse. Quand un fils découvre que sa mère l'a dénoncé, surtout dans un contexte d'argent et d'héritage, les réactions peuvent être violentes. Je ferai attention. Ce n'est pas assez. Écoutez, je vais demander à une patrouille de passer devant chez vous, régulièrement, et garder votre téléphone sur vous, en permanence. Après avoir raccroché, je me suis regardée dans le miroir du salon. Cette femme aux cheveux blancs, aux yeux fatigués, aux épaules voûtées. Quand étais-je devenue cette personne ? Quand avais-je commencé à avoir peur dans ma propre maison ? J'ai repensé à cette femme dans le parc. Même une mère a le droit d'être heureuse. Oui, même une mère a le droit de vivre sans peur. Le lendemain, Oscar est parti tôt. Il ne m'a rien dit, mais je savais où il allait. Au commissariat, pour son interrogatoire. J'ai passé la journée dans une angoisse terrible. Je regardais l'horloge toutes les 5 minutes. 14 heures, 15 heures, 16 heures. À 17 heures, j'ai entendu la voiture dans l'allée. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. La porte d'entrée s'est ouverte, puis refermée, violemment. Des pas lourds dans le couloir. Oscar est entré dans le salon. Son visage était rouge, ses yeux injectés de sang. Il tremblait de rage. « Toi !» Sa voix était à peine humaine. « C'était toi !» J'ai reculé instinctivement. « Oscar, tu es allé voir les flics. Tu as porté plainte contre moi. Ton propre fils. Je... Ferme-la !» Il a hurlé si fort que j'ai sursauté. « Ferme ta gueule. Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Oscar, calme-toi. » Me calmer ? Il s'est approché, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu. Une rage pure, animale. Tu m'as traîné au commissariat comme un criminel. Tu m'as accusé de vol, d'escroquerie, de violence. Parce que c'est la vérité. La vérité ? Il a attrapé un vase sur la commode et l'a jeté contre le mur. Le verre a explosé en 1000 morceaux. La vérité, c'est que tu es une vieille folle égoïste qui s'accroche à son argent. Oscar, s'il te plaît quoi ? S'il te plaît, pardonne-moi. Il a ri, un rire dément. Non, c'est trop tard pour les excuses, c'est trop tard pour tout. Il s'est encore approché, j'étais maintenant coincé contre le mur. Tu sais ce que les flics m'ont dit ? Que tu avais des preuves, que la banque témoignerait, que le notaire témoignerait, que j'allais peut-être aller en prison. Oscar, en prison, à cause de toi, à cause de tes actes, mes actes. Il a attrapé la photographie de mariage sur la commode. Mes actes ? Tu veux que je te dise ce que sont mes actes ? Et sous mes yeux horrifiés, il a déchiré la photo en 2, puis en 4, puis en petits morceaux qu'il a jetés par terre. Non ! J'ai crié, me précipitant pour ramasser les morceaux. Si ! Il m'a attrapé par le bras, me relevant brutalement. Tu veux tout garder ? Tes souvenirs ? Ta maison ? Ton argent ? Eh bien, tu ne garderas rien. Tu m'entends ? Rien ! Lâche-moi. Quoi ? Il a resserré sa prise. Tu as peur maintenant ? C'est ça que tu voulais ? Avoir peur de moi ? Oscar, tu me fais mal. Bien, parce que toi, tu me fais mal depuis des années, avec ta perfection, avec tes attentes, avec ton amour étouffant. J'ai essayé de me dégager, mais il était trop fort. Papa avait raison.
Il disait toujours que tu étais faible, que tu ne comprenais rien, que tu vivais dans ton petit monde protégé sans voir la réalité. Ton père n'a jamais dit ça? Si, il le disait, quand tu n'étais pas là, quand nous étions entre hommes, il se moquait de toi, de ta naïveté, de ta soumission. C'est faux. Tu veux savoir pourquoi il t'a tout laissé dans son testament? Ce n'était pas par amour, c'était par pitié, parce qu'il savait que tu étais trop stupide pour survivre seul. Les larmes coulaient sur mes joues maintenant. Arrête. Non, tu vas m'écouter pour une fois dans ta vie. Il m'a poussé contre le mur. Papa te méprisait. Moi, je te méprise. Tout le monde te méprise. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'es rien. Tu n'as jamais été rien. Et puis il a levé la main. J'ai fermé les yeux, attendant le coup. Mais il ne venait pas. Quand j'ai rouvert les yeux, Oscar me regardait, la main en l'air, tremblant. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose se briser. Ou peut-être se révéler. Il a baissé la main, m'a lâché, a reculé. Tu vois ce que tu me fais? Tu vois ce que tu fais de moi? Il est sorti du salon, est monté dans sa chambre et a claqué la porte. Je me suis effondrée sur le sol, au milieu des morceaux de la photographie déchirée, et j'ai pleuré. Pleuré comme je n'avais jamais pleuré. Pleuré pour ce fils que j'avais perdu. Pleuré pour ce mariage détruit. Pleuré pour cette vie brisée. Et au milieu de ces larmes, j'ai entendu cette petite voix. Cette voix qui n'avait cessé de grandir en moi depuis des semaines. C'est fini. Tu ne peux plus vivre comme ça. Il faut que ça s'arrête. J'ai ramassé les morceaux de la photo, un par un, comme on ramasse les morceaux de sa propre vie. Et j'ai pris une décision. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans ma chambre. J'ai dormi dans le salon, avec la porte fermée à clé et une chaise coincée sous la poignée. J'avais mon téléphone dans une main, prête à appeler la police au moindre bruit. Mais Oscar n'est pas descendu. Le silence était pesant, étouffant. Un silence chargé de menaces non dites. Au petit matin, j'ai entendu sa porte s'ouvrir, ses pas dans l'escalier. Il est passé devant le salon sans s'arrêter, a pris ses clés et est sorti. Dès que j'ai entendu sa voiture partir, j'ai appelé Maître Beaumont. « Maître, il faut que je vous voie. Aujourd'hui. Maintenant. » Que s'est-il passé? Il sait, pour la plainte. Et ma voix s'est brisée. Je ne peux plus rester dans cette maison. Venez immédiatement à mon cabinet. Et Madame Thibault, ne restez pas seule. Dans le bureau de Maître Beaumont, j'ai tout raconté. L'altercation, les menaces, la violence contenue, la photo déchirée. Il ne m'a pas frappé, ai-je dit. Mais il était sur le point de le faire. Je l'ai vu dans ses yeux. Maître Beaumont avait l'air grave, préoccupé. « Madame Thibault, la situation est devenue trop dangereuse. Je vais immédiatement demander une ordonnance de protection d'urgence. En attendant, vous ne pouvez absolument pas rentrer chez vous. Mais où vais-je aller? Avez-vous de la famille? Des amis? Non, personne. » Il a réfléchi un instant. Il existe des structures d'accueil temporaire pour les personnes en situation de violence familiale. Je peux vous mettre en contact. Une structure d'accueil? Comme un refuge? Temporairement, oui. L'idée me semblait irréelle. Moi, Angélique Thibault, 69 ans, bourgeoise de Versailles, dans un refuge pour femmes battues. Mais n'était-ce pas ce que j'étais devenue? Une femme battue. Pas physiquement, pas encore, mais battue quand même. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix, ai-je murmuré. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Maître Beaumont a posé sa main sur la mienne. Vous avez fait le seul choix possible. Le choix de survivre. Je n'ai pas fini dans un refuge. Maître Beaumont a contacté une de ses clientes, Madame Roussel, une veuve qui louait une chambre dans sa grande maison à Saint-Germain-en-Laye. Elle m'a accueilli avec une gentillesse qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Restez aussi longtemps que nécessaire, ma chère. Une femme ne devrait jamais avoir peur chez elle. Le soir même, accompagnée par 2 policiers, je suis retournée chez moi pour récupérer quelques affaires. Oscar n'était pas là. J'ai fait ma valise en tremblant, prenant l'essentiel. Vêtements, documents, médicaments, et les morceaux de la photographie déchirée, que j'ai glissés dans une enveloppe. Quand je suis partie, j'ai regardé une dernière fois cette maison qui avait été mon foyer pendant 40 ans. Cette maison où j'avais été heureuse. Cette maison qui était devenue une prison. Au revoir, ai-je murmuré. Je ne savais pas encore que ce n'était qu'un au revoir temporaire. Il y a quelque chose d'étrange à dormir dans un lit qui n'est pas le vôtre. Les draps ont une odeur différente. Les bruits de la maison sont inconnus. La lumière entre par la fenêtre sous un angle que vous ne reconnaissez pas. Vous vous réveillez en sursaut, désorienté, en vous demandant pendant quelques secondes où vous êtes. Et puis la réalité vous rattrape, comme une vague glacée. Vous êtes une réfugiée dans votre propre ville, à cause de votre propre fils. Chez Madame Roussel, j'avais une chambre au 2e étage, avec une vue sur un petit jardin où les dernières roses de novembre s'accrochaient désespérément à la vie. C'était joli, paisible, confortable. Mais ce n'était pas chez moi.
La première nuit, je n'ai pas fermé l'œil. J'écoutais les bruits, guettant des pas qui ne viendraient pas, imaginant Oscar en train de défoncer la porte. Mon téléphone était sous mon oreiller, prêt à composer le 17 au moindre signe de danger. Mais personne n'est venu. Oscar ne savait même pas où j'étais. Au petit matin, Madame Roussel a frappé doucement à ma porte. « Madame Thibault, je vous ai préparé du thé. Si vous voulez descendre, nous avons pris le petit déjeuner ensemble dans sa cuisine ensoleillée. » Elle avait 80 ans, des mains noueuses par l'arthrite, mais des yeux pétillants de vivacité. « Vous savez, a-t-elle dit en versant le thé, mon mari est mort il y a 15 ans, cancer. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était une malédiction. Mais en vous écoutant, en écoutant ce que votre fils vous a fait subir, je me demande si ce n'était pas une bénédiction. On ne peut pas généraliser. Il y a des enfants merveilleux, oui, mais il y en a aussi qui deviennent des monstres. » Elle a bu une gorgée de thé. Et le pire, c'est que leur mère continue à les aimer quand même, à les excuser, à se sacrifier pour eux. Ces mots ont résonné en moi comme une cloche. « Vous m'aimez encore, n'est-ce pas, votre Oscar ?» J'ai regardé ma tasse. Le thé fumait doucement. Je ne sais plus ce qu'est l'amour. Est-ce que l'amour, c'est accepter d'être détruit? Est-ce que l'amour, c'est fermer les yeux sur la violence, sur le mensonge, sur la manipulation? Non, a répondu Madame Roussel fermement. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de la peur déguisée en amour. De la peur déguisée en amour. Ces mots sont restés gravés dans mon esprit toute la journée. Maître Beaumont m'a appelé en fin de matinée. « Madame Thibault, j'ai une bonne nouvelle et une moins bonne. La bonne, c'est que le juge a accepté d'examiner notre demande d'ordonnance de protection en urgence. L'audience est fixée à après-demain. Et la moins bonne, Oscar a engagé un avocat, Maître Fontaine, un spécialiste du droit de la famille, réputé pour être, particulièrement agressif dans sa défense. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que ça signifie? Que votre fils ne compte pas se laisser faire. Il va contester la plainte, nier les faits, et probablement vous présenter comme une personne confuse, manipulée par votre notaire. Mais c'est faux, je sais, et nous avons les preuves pour le démontrer. Mais préparez-vous, Madame Thibault. L'audience risque d'être éprouvante. Éprouvante. Le mot était faible. Les 2 jours suivants ont passé dans un brouillard. Je sortais à peine de ma chambre. Madame Roussel me montait des plateaux que je touchais à peine. J'avais l'estomac noué en permanence. La veille de l'audience, j'ai reçu un message d'Oscar. « Maman, je sais que tu es chez Maître Beaumont ou dans un hôtel. Je sais que tu as peur, mais tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je suis ton fils, je t'aime. Tout ce que je veux, c'est prendre soin de toi. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Appelle-moi, s'il te plaît, avant qu'il ne soit trop tard. » J'ai lu et relu ce message 20 fois. Sa voix semblait sincère, presque désespérée. Était-ce une manipulation? Ou y avait-il encore, quelque part au fond de lui, un reste du petit garçon que j'avais bercé dans mes bras? J'ai appelé Maître Beaumont. Il m'a envoyé un message. « Ne répondez pas, c'est exactement ce qu'il veut. Vous déstabiliser avant l'audience. Mais si c'était sincère, si j'avais mal compris, si... » Madame Thibault. Sa voix était douce mais ferme. Un homme qui essaie de vous voler votre maison, qui falsifie des documents, qui tente de vous faire passer pour folle, qui détruit vos biens et vous menace de violence n'est pas un homme sincère. C'est un homme dangereux. Mais c'est mon fils. Ce n'est plus un argument. Plus maintenant. Il avait raison. Mais mon cœur, lui, refusait encore de l'accepter complètement. Le jour de l'audience, je me suis habillée avec soin. Un tailleur bleu marine que Henri aimait. Un chemisier blanc. Mes perles. Je voulais avoir l'air digne, solide. Pas comme une vieille femme confuse et manipulable. Dans le miroir, j'ai vu une étrangère. Une femme que je ne reconnaissais pas, plus maigre qu'avant. Des cernes profonds sous les yeux. Des rides qui semblaient s'être creusées en quelques semaines seulement. « Courage !» ai-je murmuré à mon reflet. Juste aujourd'hui. Juste cette épreuve. Le tribunal se trouvait dans un bâtiment moderne, tout en verre et en acier. Maître Beaumont m'attendait à l'entrée. Il portait sa robe d'avocat et cela m'a étrangement rassuré. Quelqu'un était là pour me défendre. « Vous êtes prête ?»« Non, mais je n'ai pas le choix. »« Vous avez toujours le choix, Madame Thibault. Et aujourd'hui, vous choisissez de vous battre. » Nous sommes entrés dans la salle d'audience. C'était plus petit que je ne l'imaginais. Quelques rangées de sièges, une tribune pour le juge, des tables pour les avocats, et Oscar. Il était assis à côté de son avocat, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris impeccablement coiffés, au costume 3 pièces parfait. Oscar portait lui aussi un costume. Je ne l'avais pas vu en costume depuis l'enterrement de son père. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. De la colère? De la tristesse? Du regret? Je ne savais plus lire mon propre fils. Il a détourné le regard le premier. Le juge est entré. Une femme d'une 50aine d'années,
aux cheveux courts, au regard perçant. Elle s'appelait Madame Durand, et elle avait l'air de quelqu'un qui ne se laissait pas facilement impressionner. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la demande d'ordonnance de protection déposée par Madame Angélique Thibault contre son fils, Monsieur Oscar Thibault. Maître Beaumont, vous avez la parole. Maître Beaumont s'est levé. Il a raconté mon histoire, les 6 mois d'enfer, les manipulations, les menaces, la tentative d'escroquerie, les recherches sur la tutelle, la violence psychologique. Il a présenté les documents de la banque, les témoignages du docteur Rousseau, du docteur Leblanc, de Monsieur Renard. Chaque mot était un coup de marteau sur un clou. Puis ce fut au tour de Maître Fontaine, l'avocat d'Oscar. Il s'est levé, a ajusté sa cravate et a souri. Un sourire onctueux qui m'a donné la nausée. Madame la juge, nous sommes ici face à un terrible malentendu, orchestré par un notaire trop zélé et une mère âgée, vulnérable, influençable. Objection, a dit Maître Beaumont. Madame Thibault a été examinée par 2 médecins qui attestent de sa pleine capacité mentale. Certes, a continué Maître Fontaine, imperturbable. Mais est-elle vraiment libre de ses décisions? Ou a-t-elle été manipulée par son notaire qui voit en cette affaire une opportunité de... Objection, c'est une accusation sans fondement. Messieurs, s'il vous plaît, a coupé la juge. Maître Fontaine, contentez-vous des faits. L'avocat d'Oscar a changé de tactique. Très bien, parlons des faits. Monsieur Oscar Thibault a vécu toute sa vie dans cette maison. C'est son foyer autant que celui de sa mère. Il a des souvenirs, un attachement émotionnel profond à ce lieu. Après la mort de son père, il a naturellement voulu se rapprocher de sa mère, l'aider, la soutenir. Je sentais la colère monter en moi. Mais au lieu de reconnaissance, qu'a-t-il reçu? De la suspicion, de la méfiance, des accusations. Sa propre mère l'a traité comme un criminel, l'a dénoncé à la police, l'a fait convoquer au commissariat comme un vulgaire malfaiteur. Parce qu'il a tenté de lui voler 50 000 €, ai-je crié malgré moi. La juge a frappé son marteau. Madame Thibault, s'il vous plaît, vous aurez l'occasion de témoigner. Maître Fontaine a continué, impassible. Il y a eu un malentendu concernant des documents bancaires. Monsieur Thibault pensait avoir l'autorisation de sa mère. Une simple erreur de communication, rien de plus. Une erreur? Maître Beaumont s'est levé. Il a falsifié une procuration. Il n'y a aucune preuve qu'il l'ait falsifiée lui-même. Peut-être a-t-il été dupé par quelqu'un d'autre. C'est ridicule. Maître Beaumont, contrôlez-vous, a dit la juge. Maître Fontaine a souri, satisfait. Madame la juge, ce que nous voyons ici est un conflit familial douloureux, mais normal. Un fils qui s'inquiète pour sa mère vieillissante. Une mère qui, peut-être, commence à se sentir dépassée et qui projette ses angoisses sur son enfant. Objection. Et au lieu de chercher une solution familiale, un dialogue, une thérapie peut-être, on criminalise ce fils. On le traîne devant les tribunaux. On demande une ordonnance de protection, comme s'il était un prédateur. Il s'est tourné vers moi. Madame Thibault, regardez votre fils. Regardez-le vraiment. C'est le petit garçon que vous avez mis au monde, que vous avez élevé, que vous avez aimé. A-t-il vraiment mérité ça? J'ai regardé Oscar. Il avait baissé la tête. Ses épaules tremblaient légèrement. Pleurait-il? Mon cœur s'est serré. Madame la juge, a conclu Maître Fontaine, nous demandons le rejet de cette ordonnance de protection. Et nous demandons également que Madame Thibault soit suivie par un psychiatre indépendant pour s'assurer qu'elle n'est pas sous l'influence indue de tiers. Le silence est tombé dans la salle. Puis la juge s'est tournée vers moi. Madame Thibault, souhaitez-vous témoigner? Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais j'ai tenu bon. Oui, Madame la juge, j'ai raconté tout, sans pleurer, sans m'excuser, sans baisser les yeux. J'ai raconté les 6 mois d'enfer, les demandes d'argent croissantes, les menaces, les fouilles dans mes affaires, la destruction de la photographie de mon mariage, les mots cruels, la violence contenue. Mon fils dit que c'est un malentendu, que je suis confuse, que je l'ai mal compris. Ma voix était ferme maintenant. Mais je n'ai rien compris de travers. J'ai vu les papiers, j'ai entendu les menaces. J'ai senti la peur m'envahir dans ma propre maison. Et vous pensez vraiment que votre fils représente un danger pour vous? A demandé la juge. Oui, pas physiquement, pas encore, mais psychologiquement, financièrement, moralement. Mon fils n'est plus l'enfant que j'ai élevé. Il est devenu quelqu'un que je ne reconnais pas, quelqu'un qui me voit comme un obstacle, comme une chose dont il faut se débarrasser pour obtenir ce qu'il veut. Je me suis tournée vers Oscar. Je t'ai aimé, Oscar, de tout mon cœur. J'ai tout fait pour toi. Ton père et moi, nous t'avons donné tout ce que nous pouvions. Et peut-être que nous avons fait des erreurs. Peut-être que nous t'avons trop protégé. Ou pas assez. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je ne mérite pas ce que tu m'as fait. Oscar a relevé la tête. Nos regards se sont croisés. Et j'ai vu, enfin, une émotion réelle dans ses yeux. De la haine, pas du regret.
pas de la tristesse, de la haine pure et simple. Madame la juge, ai-je dit en me retournant vers elle, mon fils me déteste. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Mais c'est la vérité. Et je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui me déteste. Je ne peux pas vivre dans la peur. J'ai respiré profondément. Alors oui, je demande cette ordonnance de protection. Non pas pour le punir, mais pour survivre. Je me suis rassise. Mes mains tremblaient. Mais j'avais dit ce que j'avais à dire. La juge a pris des notes, puis a levé les yeux. Monsieur Thibault, souhaitez-vous témoigner? Oscar s'est levé lentement. Il a regardé la juge, puis moi, puis à nouveau la juge. Oui, sa voix était calme, trop calme. J'aime ma mère. Je l'ai toujours aimée. Tout ce que j'ai fait, c'était pour elle, pour la protéger, pour m'assurer qu'elle serait en sécurité. Il a marqué une pause. Mais elle a raison sur un point. Elle ne me reconnaît plus. Et vous savez pourquoi? Parce que je ne suis plus l'enfant obéissant, soumis, qui faisait tout ce qu'on lui demandait sans poser de questions. J'ai grandi, j'ai changé, j'ai des opinions, des besoins, des limites. Et apparemment, elle ne peut pas l'accepter. Elle veut que je reste éternellement son petit garçon. Mais je ne le suis plus. Il s'est tourné vers moi. Tu dis que je te déteste? Non, maman, je ne te déteste pas. Je te plains, parce que tu es tellement accroché au passé, à papa, à cette maison, que tu ne vois pas la réalité. La réalité, c'est que tu es seul, que tu vieillis, que tu as besoin d'aide, et que je suis le seul qui soit là. Mais tu préfères me diaboliser plutôt que de l'admettre. Tu préfères croire que je suis un monstre plutôt que d'accepter que tu ne peux plus tout contrôler. Il a secoué la tête. Alors oui, si vous voulez me tenir éloigné d'elle, faites-le. Mais ne venez pas me chercher quand elle se retrouvera vraiment seule, vraiment perdue, sans personne pour l'aider. Il s'est rassis. La salle était silencieuse. La juge a refermé son dossier. Bien, je vais délibérer. Ma décision sera rendue dans 1 heure, l'heure la plus longue de ma vie. Maître Beaumont et moi sommes sortis dans le couloir. Je tremblais de la tête aux pieds. « Vous avez été parfaite », m'a-t-il dit. Je ne sais pas. Il était convaincant. C'est un manipulateur, Madame Thibault. Il sait exactement quoi dire pour retourner la situation, mais les faits sont de notre côté. La banque, les documents, les témoignages. Et si la juge ne nous croit pas, elle nous croira. Mais dans sa voix, j'ai entendu un doute. Quand nous sommes retournés dans la salle, la juge était déjà là. Son visage était impénétrable. Après examen des pièces et audition des parties, voici ma décision. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine. Les faits présentés par Madame Thibault sont étayés par des preuves solides. La tentative d'obtention frauduleuse de fonds est avérée. Les recherches concernant une mise sous tutelle, combinées aux témoignages médicaux confirmant la pleine capacité de Madame Thibault, démontrent une intention de manipulation. Par conséquent, j'ordonne une mesure de protection temporaire. Monsieur Oscar Thibault n'est pas autorisé à approcher sa mère à moins de 200 mètres, ni à la contacter par quelque moyen que ce soit, pour une durée de 6 mois. Quoi? Oscar s'est levé brusquement. C'est ridicule. Monsieur Thibault, asseyez-vous, a ordonné la juge. Non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma mère. Monsieur Thibault, je vous ordonne de vous asseoir. Cette maison est autant la mienne que la sienne. La maison appartient à Madame Thibault, et vous avez 10 jours pour y récupérer vos affaires en présence d'un huissier. Non, non. 2 agents de sécurité se sont approchés. Monsieur, calmez-vous. Je ne me calmerai pas. Oscar a hurlé, se tournant vers moi. Tu es contente. Tu as gagné. Tu m'as détruit. Monsieur Thibault, sortez immédiatement ou vous serez placé en garde à vue pour outrage. Oscar m'a regardé une dernière fois. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose se briser définitivement. Tu vas le regretter, a-t-il dit d'une voix basse, glaciale. Je te le promets, tu vas le regretter. Les agents l'ont escorté hors de la salle. Je suis restée assise, tremblante, incapable de bouger. Madame Thibault, la voix de Maître Beaumont me semblait lointaine. C'est fini. Vous avez gagné. Gagné. Si c'était une victoire, pourquoi avais-je l'impression d'avoir tout perdu? Il y a une différence entre gagner une bataille et gagner une guerre. Ce jour-là, dans ce tribunal, j'avais gagné une bataille. Mais la guerre, je le sentais au plus profond de moi, était loin d'être terminée. Les 10 jours qui ont suivi l'ordonnance ont été étranges, presque irréels. Je suis restée chez Madame Roussel, dans cette chambre qui commençait à me sembler familière. Chaque matin, je me réveillais avec l'espoir que tout cela n'était qu'un cauchemar. Et chaque matin, la réalité me rattrapait. Maître Beaumont m'avait conseillé de ne pas rentrer chez moi avant qu'Oscar n'ait récupéré ses affaires. Pour votre sécurité, avait-il dit. Et je l'avais écouté, même si chaque jour, loin de ma maison, me brisait un peu plus le cœur. Le lieutenant Morel m'appelait régulièrement pour me tenir informé. Monsieur Thibault a demandé à récupérer ses affaires ce samedi. Un huissier sera présent, ainsi qu'une patrouille de police.
Souhaitez-vous être là? Non. Ma réponse avait été immédiate. Je ne veux pas le voir. Je comprends. Nous nous assurerons qu'il ne prenne que ses effets personnels. Mais le samedi soir, quand le lieutenant Morel m'a rappelé, sa voix était tendue. Madame Thibault, il y a eu un incident. Mon cœur s'est arrêté. Quel genre d'incident? Votre fils. Il a fait plus que récupérer ses affaires. Le lendemain matin, accompagné de maître Beaumont, je suis retourné chez moi pour la première fois depuis 2 semaines. Rien n'aurait pu me préparer à ce que j'allais découvrir. La maison était dévastée. Dans le salon, tous les cadres avaient été arrachés des murs. Les photos de famille, jetées par terre, certaines piétinées. Le canapé où Henri et moi nous asseyions chaque soir avait été lacéré, la mousse sortant des déchirures comme des entrailles. Dans la cuisine, toute la vaisselle avait été sortie des placards et brisée. Des morceaux de porcelaine jonchaient le sol comme de la neige sale. La table où nous prenions nos repas avait été rayée profondément. Des mots gravés dans le bois. Menteuse, traîtresse, mon Dieu, a murmuré maître Beaumont. J'ai monté les escaliers, le cœur battant, redoutant ce que j'allais trouver. Ma chambre avait été saccagée, mes vêtements arrachés de l'armoire et déchirés, mes bijoux éparpillés, mon lit renversé. Et sur le mur, avec ce qui ressemblait à du rouge à lèvres, un seul mot, écrit en lettres énormes. Pardon, mais c'est dans la chambre d'Oscar que j'ai trouvé le pire. Il avait tout laissé, absolument tout. Ses vêtements, ses livres, ses affaires. Comme s'il avait voulu me faire comprendre. Tu veux la maison? Prends-la, prends tout, et vis avec. Sur son bureau, il avait laissé une enveloppe, avec mon nom écrit dessus. J'ai hésité longtemps avant de l'ouvrir. Mes mains tremblaient. À l'intérieur, une seule feuille de papier, et quelques mots écrits à la main. Tu m'as tout pris, mon père, ma maison, ma dignité. J'espère que tu es fier de toi. J'espère que tu pourras vivre avec ce que tu as fait. Mais souviens-toi d'une chose. Un jour, tu seras vraiment seule, vraiment mourante, vraiment terrifiée. Et ce jour-là, tu chercheras quelqu'un, n'importe qui. Et il n'y aura personne, parce que tu les auras tous chassés, comme tu m'as chassé. Vis bien avec ça, maman. Oscar, j'ai laissé tomber la lettre. Mes jambes ne me portaient plus. Je me suis effondrée sur le sol de cette chambre vide, au milieu du chaos, et j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré. Maître Beaumont est monté et m'a trouvé là, recroquevillée, la lettre à côté de moi. Madame Thibault, il a raison. Ma voix était brisée. Je l'ai chassé, mon propre fils. Non, vous vous êtes protégé. Ce n'est pas la même chose. Regardez ce qu'il a fait. Regardez cette haine. Comment est-ce que j'en suis arrivée là? Comment est-ce que mon enfant est devenu ça? Maître Beaumont s'est assis à côté de moi sur le sol. Vous n'êtes pas responsable de ses choix, Madame Thibault. Il est un adulte. Il a choisi la violence, la destruction, la manipulation. Ce ne sont pas vos choix, ce sont les siens. Mais je suis sa mère. J'aurais dû... Quoi? Accepter d'être volée? Accepter d'être maltraitée? Accepter de vivre dans la peur? Non. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Et ce qu'il a fait aujourd'hui ne fait que prouver que vous aviez raison. Il a ramassé la lettre, l'a lue, et son visage s'est durci. Ceci est une menace à peine voilée. Je vais la transmettre à la police. Cela pourrait constituer une violation de l'ordonnance de protection. Non, j'ai secoué la tête. Non, je ne veux pas. Plus de police, plus de tribunaux. Je veux juste, je ne savais même pas ce que je voulais. Les semaines suivantes ont été consacrées au nettoyage. J'ai fait venir une équipe pour réparer ce qui pouvait l'être, jeter ce qui était irréparable. Chaque objet cassé était comme un morceau de mon passé qui disparaissait. Madame Roussel venait m'aider, ainsi qu'une de ses amies, Madame Lefebvre, et la voisine d'à côté, Madame Arnaud, qui avait assisté à tout de loin et qui se sentait coupable de ne pas avoir agi plus tôt. Je voyais bien que quelque chose n'allait pas, m'a-t-elle dit un jour en m'aidant à trier des photos. Mais je me disais que ce n'était pas mes affaires, que les histoires de famille... Enfin, vous savez, je ne vous en veux pas. Vous devriez. J'aurais dû dire quelque chose, faire quelque chose. Petit à petit, la maison reprenait forme. Pas comme avant. Elle ne serait jamais comme avant. Mais elle redevenait habitable. J'ai fait changer toutes les serrures. J'ai fait installer un système d'alarme. J'ai même fait poser des caméras de surveillance. Je sais que l'ordonnance interdit à Oscar de s'approcher, ai-je expliqué à maître Beaumont. Mais je ne me sens pas en sécurité quand même. C'est normal. Et c'est prudent. Un mois après l'audience, je suis enfin retournée vivre chez moi. La première nuit a été terrible. Chaque bruit me faisait sursauter. J'imaginais Oscar en train de forcer la porte, de grimper par une fenêtre, de surgir dans ma chambre. Mais il ne venait pas. Les jours passaient, les semaines. Pas de nouvelles d'Oscar. Pas d'appel, pas de message, rien. C'était comme s'il avait disparu de la surface de la terre.
Le lieutenant Morel m'avait dit qu'il avait quitté la région. Nous avons vérifié. Il a loué un appartement à Paris. Il semble respecter l'ordonnance. Je ne savais pas si j'étais soulagée ou encore plus inquiète. C'est au début du printemps que j'ai reçu le courrier, une lettre recommandée, de la part d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. Chère Madame Thibault, nous représentons Monsieur Oscar Thibault dans le cadre d'une action en justice contre vous. Notre client estime avoir subi un préjudice moral considérable suite à votre dénonciation calomnieuse et aux accusations mensongères que vous avez portées contre lui. Il réclame des dommages et intérêts à hauteur de 150 000 € ainsi qu'une rétractation publique. Vous trouverez ci-joint l'assignation. L'audience se tiendra le... J'ai laissé tomber la lettre. Il me poursuivait, en justice. Il voulait me détruire jusqu'au bout. J'ai appelé Maître Beaumont, la voix tremblante. Il me poursuit pour diffamation, pour 150 000 €. Il y a eu un silence. C'est une tactique d'intimidation classique. Il sait qu'il ne gagnera pas. Toutes les preuves sont de notre côté, mais il veut vous faire peur, vous épuiser, vous ruiner en frais d'avocat. Et ça marche. J'ai peur. Je suis épuisé. Ne le laissez pas gagner, Madame Thibault. C'est exactement ce qu'il veut. Nous allons nous défendre. Et nous allons gagner. Mais cette nuit-là, seule dans ma maison trop grande, je me suis demandé combien de batailles j'allais encore devoir livrer. Combien de temps j'allais pouvoir tenir. L'audience pour la plainte en diffamation a eu lieu 3 mois plus tard. Une nouvelle juge, un nouveau tribunal, les mêmes mensonges. Oscar, impeccable dans son costume, jouant le rôle du fils blessé, incompris, injustement accusé. Ma mère a détruit ma réputation, a-t-il déclaré, la voix tremblante d'émotion feinte. À cause d'elle, j'ai perdu mon travail. Mes amis m'ont tourné le dos. Ma famille me regarde comme un monstre. Tout ça parce qu'elle a menti. Parce qu'elle a inventé des histoires pour justifier son égoïsme. J'écoutais, incrédule. Comment pouvait-il mentir avec autant d'aplomb? Comment pouvait-il se victimiser après tout ce qu'il avait fait? Maître Beaumont a présenté les preuves, les documents bancaires, les témoignages, les photos de la maison saccagée, la lettre de menace. Votre honneur, Madame Thibault n'a jamais menti. Elle a simplement dit la vérité. Et si la vérité a causé du tort à Monsieur Thibault, c'est parce que ses actes étaient répréhensibles, pas parce que sa mère a menti. Le jugement est tombé 2 semaines plus tard. La plainte d'Oscar a été rejetée. Le juge a même ajouté que les preuves démontrent de manière irréfutable que les accusations de Madame Thibault étaient fondées et que la présente action constitue une tentative d'intimidation abusive. J'avais gagné, encore, mais je ne ressentais aucune joie. Juste une immense fatigue. Les mois ont passé. L'ordonnance de protection a été prolongée de 6 mois supplémentaires sur demande de Maître Beaumont. Oscar vivait toujours à Paris, loin de moi, mais sa présence continuait à hanter chaque coin de ma maison. J'ai essayé de reprendre une vie normale. Je jardinais, je lisais, je prenais des cours de peinture à l'aquarelle avec Madame Roussel. Je voyais mes nouvelles amies, ces femmes qui m'avaient soutenu dans les moments les plus sombres. Mais la nuit, je faisais des cauchemars, des rêves où Oscar revenait, où il entrait dans ma maison, où il me regardait avec ses yeux pleins de haine. Un soir, Madame Roussel est venue dîner chez moi. Nous avons mangé dans la cuisine, simplement, comme 2 vieilles amies. « Vous semblez aller mieux ?» a-t-elle dit. « Je fais semblant d'aller mieux. Ce n'est pas la même chose. Vous pensez encore à lui. Tous les jours, toutes les nuits. » Elle a posé sa main sur la mienne. « Vous savez ce que dit un proverbe chinois? Avant d'entreprendre un voyage de vengeance, creuse 2 tombes. Je ne veux pas me venger. Non. Mais lui, si. Et en essayant de vous détruire, il se détruit lui-même. C'est ça, le karma. Le karma. » Ce mot revenait souvent dans mes pensées ces derniers temps. « Vous croyez au karma ?» ai-je demandé. « Je crois que nous récoltons ce que nous semons. Pas toujours immédiatement. Parfois cela prend des années. Mais ça arrive toujours. » C'est 3 mois plus tard que j'ai reçu l'appel. Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis décroché. « Madame Thibault ?»« Oui, ici Maître Girard, avocat commis d'office. Je vous appelle au sujet de votre fils, Oscar Thibault. » Mon cœur a bondi. Qu'est-ce qu'il se passe? Votre fils a été arrêté hier soir. Arrêté? Pourquoi? Il y a eu un silence, pour tentative d'escroquerie, envers une autre personne âgée, une veuve de 75 ans, vivant seule. Il s'était présenté comme un conseiller financier et avait tenté de lui faire signer des documents lui donnant accès à ses comptes bancaires. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Je me suis assise. Il est actuellement en garde à vue. Il m'a demandé de vous contacter. Il dit qu'il a besoin de vous, qu'il est désolé, qu'il veut vous parler. Non, madame, non, je ne viendrai pas. Je ne lui parlerai pas. Madame Thibault, je comprends que la situation soit difficile, mais c'est votre fils. Il est en grande détresse. C'est mon fils qui a essayé de me voler, qui a détruit ma maison,
Qui m'a menacé? Qui m'a traîné en justice? Et maintenant, il a fait la même chose à quelqu'un d'autre. Ma voix était calme, mais ferme. Non, il a fait ses choix, il doit en assumer les conséquences. Très bien. L'avocat semblait déçu. Je respecte votre décision. Au revoir, madame. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le silence de ma cuisine. Oscar avait récidivé. Il avait essayé de faire à quelqu'un d'autre ce qu'il m'avait fait. Et cette fois, il s'était fait prendre. Le karma, avait dit madame Roussel. Nous récoltons ce que nous semons. Les semaines suivantes, j'ai suivi l'affaire de loin, par les journaux et quelques appels du lieutenant Morel, qui continuait à me tenir informé. Oscar avait été inculpé. La victime, madame Fontaine, avait porté plainte. Elle avait moins de chance que moi, ou peut-être plus de courage. Elle avait enregistré leur conversation. Les preuves étaient accablantes. Oscar risquait la prison. Un soir, j'ai reçu une lettre, de lui. Je l'ai tenue longtemps entre mes mains avant de l'ouvrir. Une partie de moi voulait la brûler sans la lire. Une autre partie, cette partie de moi qui était toujours une mère, avait besoin de savoir ce qu'il avait à dire. J'ai ouvert l'enveloppe. « Maman, je sais que tu ne veux plus entendre parler de moi. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Tu avais raison. Surtout, j'étais devenu un monstre, aveuglé par la colère, par l'argent, par cette obsession de prendre ce qui, selon moi, me revenait de droit. Aujourd'hui, je suis en prison. Et pour la première fois depuis des années, je suis sobre. Pas d'alcool, pas de drogue, pas de moyen d'échapper à la réalité. Et la réalité est terrible. J'ai détruit ma propre mère. J'ai essayé de détruire une autre femme innocente. Et pourquoi? Pour de l'argent que je n'aurais même pas su quoi faire. Le pire, c'est que je continue à t'aimer. Malgré tout. Malgré ma haine, ma colère, ma folie. Tu es ma mère. Et je t'aime. Mais cet amour est malade, toxique, destructeur. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande même pas de me répondre. Je voulais juste que tu saches que tu as eu raison de te protéger de moi. Que tu as eu le courage que je n'avais pas. Je vais passer les prochaines années en prison, probablement. Et c'est bien, parce que j'ai besoin de temps. Pour réfléchir, pour comprendre, pour devenir, peut-être, quelqu'un que tu pourrais à nouveau regarder sans avoir peur. Je t'aime, maman. Et je suis désolée, tellement désolée. Oscar, j'ai plié la lettre lentement, les mains tremblantes. Des larmes coulaient sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, de libération. Mon fils était en prison, mais peut-être, pour la première fois, il voyait la vérité. Et moi, je pouvais enfin respirer. Il y a des moments dans la vie où l'on se tient à un carrefour sans même s'en rendre compte. On pense que c'est juste un jour ordinaire, une décision banale. Mais en réalité, c'est le moment où tout bascule. Pour moi, ce moment est arrivé un mardi matin, 3 semaines après avoir reçu la lettre d'Oscar. J'étais dans le jardin, en train de tailler mes rosiers. Le printemps était en pleine gloire, et malgré tout ce qui s'était passé, la nature continuait son cycle imperturbable. Les fleurs poussaient, les oiseaux chantaient, la vie continuait. Mon téléphone a sonné. Maître Beaumont. Madame Thibault, j'ai des nouvelles. Le procès d'Oscar a été avancé. Il aura lieu dans 2 semaines. D'accord. Il y a autre chose. Le procureur souhaite que vous témoigniez. Mon cœur s'est serré. Témoigner? Pourquoi? Pour établir un pattern de comportement. Montrer que ce qu'il a fait à Madame Fontaine n'était pas un acte isolé, mais une méthode qu'il avait déjà utilisée avec vous. Votre témoignage pourrait être déterminant. Je ne sais pas si je peux... Vous n'êtes pas obligée, Madame Thibault. Mais réfléchissez-y. Ce n'est pas seulement pour la justice. C'est aussi pour vous, pour fermer ce chapitre définitivement. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps assise sur le banc du jardin, mes sécateurs oubliés à mes pieds. Témoigner signifiait revoir Oscar, le regarder en face, raconter publiquement notre histoire. Est-ce que j'en avais la force? J'ai appelé Madame Roussel. Nous nous sommes retrouvés dans un café, notre lieu habituel ces derniers mois. Je ne sais pas quoi faire, lui ai-je confié. Une partie de moi veut témoigner, pour cette femme qu'il a essayé de voler, pour que justice soit faite. Mais l'autre partie a peur. Oui, elle a bu une gorgée de son thé, réfléchissant. Angélique, je vais vous dire ce que je pense, et vous ferez ce que vous voudrez. Je vous écoute. Vous avez passé des années à avoir peur. Peur d'Oscar, peur de la solitude, peur du jugement des autres. Et petit à petit, vous avez appris à ne plus avoir peur. Vous vous êtes battu. Vous avez gagné. Mais il reste une dernière peur. Laquelle? La peur de dire la vérité face à lui, de ne plus baisser les yeux, de tenir debout devant celui qui vous a terrorisé et de dire « Voilà ce que tu m'as fait ». Ces mots ont résonné en moi comme une cloche. Et si je m'effondre, si je pleure, si je ne trouve pas les mots, alors vous pleurerez. Et ce ne sera pas grave, parce que vous serez là, vous aurez fait ce qu'il fallait faire.
J'ai accepté de témoigner. Les 2 semaines suivantes ont été étranges. Je me préparais mentalement, répétant dans ma tête ce que je dirais, comment je le dirais. Maître Beaumont m'a aidé, me posant des questions, m'expliquant comment cela se passerait. Le procureur vous posera des questions précises. Répondez simplement, honnêtement. L'avocat d'Oscar essaiera peut-être de vous déstabiliser, de vous faire passer pour quelqu'un de vindicatif. Ne tombez pas dans le piège. Restez calme, digne. Et si je le regarde et que... Quoi? Et si je ressens encore quelque chose? De la pitié? De l'amour? Maître Beaumont a posé sa main sur la mienne. Alors vous ressentirez quelque chose. Ce ne sera pas un signe de faiblesse. Ce sera un signe d'humanité. Le jour du procès, je me suis habillée avec soin. Le même tailleur bleu marine que j'avais porté lors de l'audience pour l'ordonnance de protection. Mes perles, un peu de maquillage pour cacher la fatigue. Dans le miroir, j'ai vu une femme différente de celle d'il y a 1 an. Plus maigre, oui, plus marquée, certainement, mais aussi plus forte, plus droite, plus vivante. Le tribunal était bondé. Des journalistes étaient présents. L'affaire avait fait du bruit. Un homme respecté de la communauté, arrêté pour avoir tenté d'escroquer une veuve. C'était le genre d'histoire qui attirait l'attention. Oscar était déjà là, assis entre 2 policiers, menottés. Quand je suis entrée, il a levé les yeux vers moi. Nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, je n'ai vu ni haine, ni colère. Juste une immense tristesse, une résignation. J'ai détourné le regard et me suis assise à ma place. Le procès a commencé. Le procureur a présenté les faits. La rencontre entre Oscar et Madame Fontaine. Les mensonges, les faux documents. La tentative de transfert d'argent, l'enregistrement qui prouvait tout. Puis ce fut le tour de Madame Fontaine de témoigner. C'était une femme frêle, aux cheveux blancs impeccablement coiffés, vêtue d'une robe sobre. Elle s'est assise à la barre et a raconté son histoire d'une voix tremblante, mais déterminée. Il était si gentil au début, si prévenant. Il m'a dit qu'il pouvait m'aider à mieux gérer mes finances, que je risquais de tout perdre si je ne faisais rien. J'avais peur, alors j'ai fait confiance. Sa voix s'est brisée. Heureusement, ma fille est venue me rendre visite ce jour-là. Elle a tout compris. Elle a appelé la police. Sinon, je ne sais pas ce qui se serait passé. En l'écoutant, j'ai réalisé quelque chose de terrible. Cela aurait pu être moi, si je n'avais pas eu Maître Beaumont, si je n'avais pas eu le courage de porter plainte. C'est moi qui serais assise à cette place, racontant comment mon fils m'avait volé jusqu'au dernier centime. Puis, le procureur a prononcé mon nom. Nous appelons à la barre Madame Angélique Thibault. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais j'ai marché jusqu'à la barre, la tête haute. Le procureur était un homme d'une 50aine d'années, aux traits sévères mais aux yeux bienveillants. « Madame Thibault, merci d'être venue. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Non, mais c'est nécessaire. Pouvez-vous nous dire quel est votre lien avec l'accusé ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Oscar Thibault est mon fils unique. Et pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé entre vous ?» Alors j'ai raconté tout. Les 6 mois d'enfer, les manipulations, les menaces, la fausse procuration, les tentatives pour me faire passer pour sénile, la maison saccagée, les procès. À mesure que je parlais, je sentais un poids énorme se lever de ma poitrine, comme si chaque mot prononcé libérait une partie de moi qui était restée prisonnière. Et aujourd'hui, Madame Thibault, comment vous sentez-vous? Libre. Le mot était sorti avant que je ne puisse le retenir. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre. L'avocat d'Oscar s'est levé pour me contre-interroger. Il a essayé de me déstabiliser, de me faire dire que j'exagérais, que j'avais mal compris les intentions d'Oscar. Mais je suis restée calme, digne. Je répondais à chaque question avec honnêteté, sans colère, sans vengeance. N'êtes-vous pas une mère vindicative qui veut punir son fils parce qu'il a osé réclamer ce qui lui revenait? Non, je suis une mère qui a dû se protéger de son propre enfant, et c'est la chose la plus douloureuse que j'ai jamais eu à faire. Quand je suis descendue de la barre, Oscar m'a regardé, et j'ai vu des larmes couler sur ses joues. Le procureur a demandé une peine de 3 ans de prison ferme. L'avocat d'Oscar a plaidé les circonstances atténuantes, la détresse psychologique, le besoin d'argent, les problèmes d'addiction. Puis Oscar a demandé à prendre la parole. Le juge a accepté. Oscar s'est levé, les mains toujours menottées. « Votre honneur, je ne vais pas me chercher d'excuses. J'ai fait ce dont on m'accuse. J'ai essayé de voler Madame Fontaine. Avant cela, j'ai terrorisé ma propre mère. » Sa voix était basse, mais claire. J'ai passé des mois à me mentir à moi-même, à me dire que j'avais raison, que le monde était injuste avec moi, que tout le monde me devait quelque chose. Mais la vérité, c'est que j'étais devenu exactement ce que je détestais. Un parasite, un manipulateur, quelqu'un qui prend sans jamais donner. Il s'est tourné vers moi. « Maman, tu m'as donné tant de choses. L'amour, l'éducation, une maison,
des opportunités. Et moi, je t'ai rendu la peur et la douleur. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais je peux accepter les conséquences de mes actes. Et je le fais. Il s'est rassis. Le silence dans la salle était absolu. Le jugement est tombé une semaine plus tard. Oscar a été condamné à 2 ans de prison ferme, suivi d'une mise à l'épreuve de 3 ans. Il devait également suivre une thérapie obligatoire et rembourser intégralement les frais engagés par ses victimes. Quand la sentence a été prononcée, Oscar n'a pas bronché. Il l'a acceptée avec un calme qui m'a surprise. À la sortie du tribunal, des journalistes m'ont entouré. « Madame Thibault, que ressentez-vous? Êtes-vous satisfaite de la sentence? Allez-vous pardonner à votre fils ?» Je me suis arrêtée, j'ai regardé les caméras et j'ai dit simplement « Je ressens du soulagement, pas de la joie, pas de la victoire, juste du soulagement. Et j'espère que cette histoire servira de leçon. Pas seulement pour mon fils, mais pour toutes les personnes qui pensent qu'elles peuvent profiter de la vulnérabilité des autres. Et le pardon? J'ai réfléchi un instant. Le pardon viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, je dois d'abord me pardonner à moi-même, de ne pas avoir agi plus tôt, de ne pas avoir vu les signes, de ne pas avoir protégé cette autre femme en parlant publiquement. Et que diriez-vous aux autres personnes qui vivent la même chose? Qu'elles ne sont pas seules, que ce n'est pas de leur faute, qu'elles ont le droit de se protéger, même contre ceux qu'elles aiment. Et surtout, ma voix s'est raffermie, qu'il n'est jamais trop tard pour dire non. Après un procès, après une condamnation, on pourrait penser que tout est fini, que l'on tourne la page et que la vie reprend son cours normal. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de fin nette, pas de ligne claire entre avant et après. Il y a juste la suite. Les premiers jours après le jugement ont été étranges. Je me réveillais le matin en me demandant ce qui avait changé. Tout et rien à la fois. Oscar était en prison, mais il continuait à occuper mes pensées. La maison était calme, sécurisée, mais je sursautais encore au moindre bruit. Madame Roussel m'a invité à déjeuner chez elle, 1 semaine après le procès. « Comment vous sentez-vous vraiment ?» m'a-t-elle demandé en servant le thé. Fatiguée, vidée, mais aussi soulagée, je crois. C'est normal, vous venez de traverser une guerre. Le corps et l'esprit ont besoin de temps pour comprendre que c'est fini. Est-ce que c'est vraiment fini? Elle m'a regardé avec ses yeux sages qui avaient vu tant de choses. La bataille juridique, oui. Mais la guérison intérieure? Non. Ça, c'est un autre voyage. Plus long, plus difficile peut-être. J'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Consulter une psychologue. Elle s'appelait Dr Mercier, une femme d'une 60aine d'années, au sourire doux et au regard perçant. Son cabinet se trouvait dans un vieil immeuble du centre-ville, avec des bibliothèques remplies de livres et un canapé confortable où je me suis assise, les mains crispées sur mon sac. « Racontez-moi », a-t-elle dit simplement. Et j'ai raconté. Tout, depuis le début. Depuis le retour d'Oscar à la maison jusqu'au procès. Depuis les petites manipulations jusqu'aux grandes violences. Elle écoutait, sans m'interrompre, prenant quelques notes, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai terminé, elle a posé son stylo et m'a regardé. « Madame Thibault, vous avez vécu ce qu'on appelle de la violence familiale, violence psychologique, violence économique, violence morale. Mais il ne m'a jamais frappé. La violence n'est pas seulement physique, et parfois, les blessures invisibles mettent plus de temps à guérir. » Elle s'est penchée en avant. « Vous avez fait quelque chose de remarquable. Vous vous êtes défendu. Vous avez refusé d'être une victime. Mais maintenant, il faut faire le travail le plus difficile, vous reconstruire. Comment ? En acceptant d'abord que ce qui s'est passé n'est pas de votre faute, que vous n'avez pas échoué en tant que mère, que les choix d'Oscar sont ses choix, pas les vôtres. » Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi, une culpabilité que je portais depuis le début. Mais j'aurais dû voir les signes plus tôt, j'aurais dû arrêter. Sa voix était ferme, mais bienveillante. Les « j'aurais dû » ne servent à rien. Vous avez fait ce que vous pouviez avec ce que vous saviez à ce moment-là. Et quand vous avez compris, vous avez agi. C'est ça qui compte. J'ai commencé à voir le docteur Mercier toutes les semaines. Chaque séance était comme éplucher un oignon, découvrir une nouvelle couche de douleur, de culpabilité, de peur, mais aussi de force, de résilience, de courage. Un jour, elle m'a posé une question qui m'a bouleversée. Si vous pouviez parler à l'Angélique d'il y a 1 an, celle qui vivait encore avec Oscar, qui avait peur, qui se taisait, que lui diriez-vous? J'ai fermé les yeux, imaginant cette femme que j'avais été, cette femme qui marchait sur la pointe des pieds dans sa propre maison, cette femme qui s'excusait d'exister. Je lui dirais, ma voix s'est brisée, je lui dirais que ce n'est pas sa faute, que ce qu'elle vit n'est pas normal, que ce n'est pas de l'amour, et que les larmes coulaient maintenant, et qu'elle mérite mieux, qu'elle mérite d'être en sécurité, d'être heureuse, d'être en paix. Et aujourd'hui, Angélique, est-ce que vous vous sentez en sécurité, heureuse,
En paix, j'ai réfléchi longuement. En sécurité, oui, grâce aux serrures, aux alarmes, à l'ordonnance. Mais heureuse, en paix, pas encore. Ça viendra. Donnez-vous du temps. 2 mois après le procès, j'ai reçu une lettre de la prison, d'Oscar. J'ai hésité longtemps avant de l'ouvrir. Le docteur Mercier m'avait dit que je n'étais pas obligé de lire ces lettres, que je pouvais protéger mon espace mental. Mais quelque chose en moi avait besoin de savoir. Maman, je ne t'écris pas pour te demander quoi que ce soit. Ni pardon, ni visite, ni même une réponse. J'écris parce que j'ai besoin de mettre des mots sur ce qui s'est passé en moi. En prison, j'ai beaucoup de temps pour réfléchir. Trop peut-être. Je repense à tout. À mon enfance, à papa, à toi. Et je me demande où tout a basculé. Le psychologue de la prison dit que j'ai un problème avec l'autorité, avec les limites, avec le fait d'accepter que je ne peux pas tout avoir. Il dit que l'alcool et les drogues ont amplifié ces problèmes, mais qu'ils étaient déjà là avant. Papa était dur avec moi, très dur, tu le sais, mais je n'ai jamais osé m'opposer à lui. Alors j'ai intériorisé cette colère, et quand il est mort, je me suis dit que enfin, je pourrais prendre ma place, être le maître de ma vie. Mais au lieu de construire ma vie, j'ai essayé de détruire la tienne. Comme si en te prenant tout, je pouvais effacer cette impression d'avoir été étouffé toute ma vie. Ce n'est pas une excuse, c'est juste une explication. Pour moi autant que pour toi, je vais rester ici 2 ans. 2 ans pour essayer de comprendre qui je suis vraiment, pour essayer de devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un que tu n'auras plus jamais à craindre. Je ne sais pas si un jour tu pourras me regarder sans avoir peur, si un jour nous pourrons nous parler sans que tout ce passé se dresse entre nous. Mais je veux que tu saches une chose, tu as eu raison de te protéger de moi. Tu as eu raison de dire non. Et j'espère qu'un jour, je pourrai être digne de ton pardon. Oscar, j'ai plié la lettre lentement. Mes mains ne tremblaient plus. Cette lettre était différente des précédentes, plus sincère, plus lucide, moins manipulatrice. Peut-être que la prison était en train de faire ce que je n'avais jamais pu faire, forcer Oscar à se regarder en face. Le printemps s'est transformé en été. J'ai recommencé à jardiner sérieusement, replantant des fleurs là où Oscar avait tout saccagé. Chaque nouvelle pousse était comme un symbole, la vie qui reprend, plus forte qu'avant. Madame Roussel, Madame Lefebvre, Madame Arnaud et moi avons créé un petit groupe. Nous nous retrouvions tous les jeudis pour le thé et la conversation. Parfois nous parlions de choses légères, des livres, des films, des jardins. D'autres fois, nous partagions nos histoires, nos douleurs, nos victoires. Un jour, Madame Arnaud m'a confié qu'elle aussi avait vécu de la violence psychologique, de la part de son mari, mort depuis 15 ans. Je n'en ai jamais parlé à personne, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Mais vous voir, Angélique, vous battre comme ça m'a donné le courage de l'admettre, même si c'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Ce n'est jamais trop tard pour guérir, lui ai-je dit doucement. Et en disant ces mots, je les ai sentis résonner en moi. Ce n'était pas trop tard pour moi non plus. Un après-midi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai ouvert l'enveloppe contenant les morceaux de la photographie de mon mariage, celle qu'Oscar avait déchirée. J'ai étalé tous les morceaux sur la table de la cuisine, comme un puzzle. Certains morceaux étaient déchirés si finement qu'on ne pouvait plus les assembler. D'autres avaient été piétinés, mais j'ai essayé quand même. Patiemment, méthodiquement, j'ai reconstruit l'image. Ça m'a pris 3 heures. À la fin, la photo était là, reconnaissable, mais avec des fissures visibles. On voyait les déchirures, on voyait les manques. Mais on voyait aussi Henri et moi, jeunes, souriants, pleins d'espoir. J'ai pris cette photo réparée et je l'ai mise dans un nouveau cadre. Puis je l'ai accrochée dans le salon, à sa place d'origine. Les fissures faisaient maintenant partie de la photo. Elles racontaient une histoire. Mon histoire. En septembre, j'ai reçu un appel de Madame Fontaine, l'autre victime d'Oscar. Madame Thibault, j'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout. Comment allez-vous? Mieux. Grâce à vous, en partie. Votre témoignage au procès. Il m'a aidé à comprendre que je n'étais pas seule, que ce n'était pas ma faute. C'est exactement ce que j'espérais. Ma fille m'a suggéré quelque chose. Elle se demandait si vous et moi, nous pourrions, nous rencontrer, parler, partager nos expériences, peut-être aider d'autres femmes qui vivent la même chose. Son idée m'a surprise, mais elle a tout de suite résonné en moi. J'aimerais beaucoup. Nous nous sommes rencontrés la semaine suivante dans un café tranquille. Elle était plus forte que je ne l'avais imaginé, avec un regard vif et un sens de l'humour qui m'a fait rire pour la première fois depuis longtemps. « Vous savez ce qui est ironique ?» a-t-elle dit. « Nos enfants nous ont appris à nous défendre. Pas de la manière dont ils l'auraient voulu, mais quand même. Nous avons parlé pendant des heures, de nos peurs, de nos victoires, de nos regrets, et à la fin, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais.
Vous savez ce que j'ai compris? On nous apprend qu'une mère doit tout sacrifier pour ses enfants. Mais personne ne nous dit qu'une mère a aussi le droit de se protéger, qu'elle a le droit de dire « jusqu'ici, mais pas plus loin ». Tout « jusqu'ici, mais pas plus loin », ai-je répété. C'est exactement ça. L'automne est arrivé, apportant avec lui ses couleurs chaudes et son air frais. 1 an exactement s'était écoulé depuis l'ordonnance de protection. J'étais dans mon jardin, ramassant les feuilles mortes, quand mon téléphone a sonné. Maître Beaumont. Madame Thibault, j'ai une question à vous poser. Une association locale qui aide les victimes de violences familiales m'a contacté. Ils cherchent des personnes qui accepteraient de témoigner de leur expérience pour aider d'autres victimes à trouver le courage d'agir. Mon cœur s'est accéléré. Vous pensez à moi. Oui, vous n'êtes évidemment pas obligé, mais je pense que votre histoire pourrait aider beaucoup de gens. Vous avez montré qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, même à 69 ans, même contre son propre fils. J'ai regardé ma maison. Cette maison qui avait été une prison et qui était redevenue un foyer. Cette maison qui portait les cicatrices du passé, mais aussi les promesses de l'avenir. Oui, ma voix était claire, ferme. Oui, je veux le faire. Il y a quelque chose de particulier dans le fait de raconter son histoire à voix haute, devant des étrangers. Ce n'est plus seulement votre douleur privée, cela devient quelque chose de plus grand. Un témoignage, une leçon, un espoir. La première fois que j'ai parlé devant un groupe, c'était dans une petite salle communautaire. Un jeudi soir, il y avait une quinzaine de femmes, de tous âges. Certaines avaient mon âge, d'autres étaient bien plus jeunes. Toutes portaient sur leur visage cette expression que je connaissais si bien, la peur mêlée à l'espoir. J'étais nerveuse. Mes mains tremblaient en tenant mes notes. L'animatrice, une psychologue nommée Sophie, m'a présenté avec bienveillance. Angélique a accepté de partager son histoire avec nous ce soir. Une histoire de courage, de résilience et surtout de libération. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Bonsoir, je m'appelle Angélique, j'ai 70 ans, et pendant 6 mois, j'ai eu peur de mon propre fils. Les mots sont sortis plus facilement que je ne l'aurais cru. J'ai raconté Oscar, la manipulation, les menaces, la violence psychologique, la bataille juridique, la reconstruction. Mais cette fois, je n'ai pas raconté seulement la douleur, j'ai raconté aussi la force, les moments où j'avais dit non, les personnes qui m'avaient aidé, les victoires, petites et grande. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence, puis une femme s'est levée. Elle devait avoir 40 ans, des cernes profonds sous les yeux. Comment avez-vous trouvé le courage? Je vis la même chose avec mon mari, mais je n'arrive pas à partir. J'ai tellement peur. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le courage n'est pas venu d'un coup. Il est venu petit à petit. Un petit non à la fois, une petite limite à la fois. Et un jour, j'ai réalisé que j'avais plus peur de rester que de partir. Une autre femme a levé la main, plus âgée. « Mais vous n'avez pas peur de mourir seul, sans votre fils ?» La question m'a touché au cœur. Si, j'ai peur. Mais j'ai compris quelque chose. Mieux vaut être seul et en paix que accompagné et terrorisé. La solitude peut être apaisante. La violence ne l'est jamais. Les questions ont continué pendant 1 heure. À la fin, plusieurs femmes sont venues me voir personnellement, les larmes aux yeux, pour me remercier. « Vous m'avez donné de l'espoir », m'a dit l'une d'elles. « Vous m'avez montré que c'est possible », a ajouté une autre. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ma douleur avait trouvé un sens. Elle n'était plus juste une blessure personnelle. Elle était devenue un pont vers d'autres femmes, un phare dans leur nuit. Les semaines suivantes, j'ai témoigné plusieurs fois, dans des associations, des centres sociaux, même une fois à la radio locale. Chaque fois, c'était différent. Chaque fois, je voyais dans les yeux de ces femmes le reflet de ce que j'avais vécu. Madame Fontaine m'accompagnait souvent. Nous formions un duo étrange, mais complémentaire. 2 femmes âgées qui refusaient d'être des victimes silencieuses. Un jour, après une conférence, une jeune femme d'une 30aine d'années m'a abordée. « Madame Thibault, je voulais vous dire, mon père fait à ma mère ce que votre fils vous a fait. Elle refuse de voir la réalité. Elle dit qu'elle l'aime, qu'elle ne peut pas partir. J'ai tout essayé, mais rien ne marche. Sa détresse était palpable. Que puis-je faire ?» J'ai posé ma main sur son bras. Vous ne pouvez pas la sauver malgré elle, personne ne peut. Mais vous pouvez être là, être une porte ouverte, un refuge si elle décide de partir. Et surtout, ne pas la juger. La culpabilité est déjà assez lourde comme ça. Mais si elle ne part jamais, alors vous aurez fait ce que vous pouviez. Et c'est déjà beaucoup. Elle est partie, les yeux rouges, mais avec quelque chose dans le regard qui ressemblait à de la détermination. C'est en novembre, 1 an exactement après le procès, que j'ai reçu une nouvelle lettre d'Oscar. Cette fois, je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai posée sur la table de la cuisine et je l'ai regardée pendant 2 jours, me demandant si j'étais prête. Finalement,
Un dimanche matin, avec une tasse de thé et le soleil qui entrait par la fenêtre, je l'ai ouverte. « Maman, cela fait maintenant 1 an que je suis ici. 1 an que j'ai du temps pour réfléchir, pour faire face à ce que j'ai fait. Je suis toutes les thérapies qu'on me propose. J'ai arrêté l'alcool. J'ai arrêté de mentir, d'abord aux autres, puis à moi-même. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Papa était violent, pas physiquement, mais psychologiquement. Il me critiquait constamment, ne me trouvait jamais assez bien. Et toi, tu ne disais rien. Tu le laissais faire, par amour pour lui, ou par peur, je ne sais pas. Pendant longtemps, je t'en ai voulu pour ça. Je t'en ai voulu de ne pas m'avoir protégé, de ne pas avoir pris ma défense. Mais aujourd'hui, je comprends quelque chose. Tu étais toi-même une victime. Papa te contrôlait aussi. Peut-être pas de la même manière, mais il te contrôlait. Et quand il est mort, j'ai reproduit ce que j'avais appris. J'ai reproduit sa violence. Ce n'est pas une excuse. C'est juste une prise de conscience. Tu sais ce qui m'a le plus bouleversé? C'est quand j'ai lu dans le journal que tu témoignais pour aider d'autres victimes. Que tu transformais ta douleur en force. Que tu aidais des femmes à trouver le courage que tu as trouvé. Tu es devenue la femme que j'aurais voulu avoir comme mère. Une femme forte, debout, qui refuse d'être une victime. Et je suis fière de toi. Je ne te demande toujours pas de pardon. Je ne le mérite pas encore. Peut-être que je ne le mériterai jamais. Mais je voulais que tu saches. En me protégeant de moi, tu m'as sauvée. Tu m'as forcé à me regarder en face. Et pour ça, je te remercie. Il me reste encore 1 an de prison, puis 3 ans de mise à l'épreuve. Je ne sais pas ce que je ferai après, où j'irai, qui je serai. Mais je sais une chose, je ne serai plus jamais l'homme qui t'a fait du mal. Avec tout mon respect et mon amour imparfait, Oscar, j'ai plié la lettre lentement. Pour la première fois, en lisant ces mots, je n'ai pas ressenti de peur, pas de colère, juste une tristesse douce, mêlée à quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Mon fils était en train de changer, peut-être, ou peut-être que c'était encore une illusion. Je ne le saurais qu'avec le temps. Mais une chose était certaine, moi, j'avais changé, et plus rien ne pourrait me ramener à la femme que j'étais avant. L'hiver est arrivé, d'où cette année-là. J'ai décoré ma maison pour Noël, quelque chose que je n'avais pas fait depuis la mort de Henri. Des guirlandes dans le salon, un petit sapin dans l'entrée, des bougies sur les rebords des fenêtres. Madame Roussel, Madame Fontaine, Madame Lefebvre et Madame Arnaud sont venues réveillonner chez moi. Nous avons ri, partagé des histoires, levé nos verres à la vie, à la liberté, à la sororité. À nous, a dit Madame Fontaine. Les femmes qui ont dit non, à nous, avons-nous répété en chœur. Ce soir-là, en regardant ces femmes autour de ma table, j'ai réalisé quelque chose. Oscar m'avait enlevé un fils, mais la vie m'avait donné une famille choisie. Une famille de femmes fortes, blessées, mais debout, qui se soutenaient mutuellement. En janvier, j'ai reçu un appel inattendu. Une journaliste d'un magazine national voulait écrire un article sur les femmes âgées victimes de violences familiales. Elle avait entendu parler de mon histoire et voulait m'interviewer. J'ai hésité. Témoigner dans des petits groupes, c'était une chose. Mais un article national, avec mon nom, ma photo, j'en ai parlé au docteur Mercier. Et quelle est votre peur? Que tout le monde sache, que tout le monde me juge. Vous jugez pourquoi? Pour avoir échoué comme mère. Vous n'avez pas échoué. Vous avez survécu. Elle avait raison. Et peut-être que mon histoire pouvait aider encore plus de femmes. J'ai accepté l'interview. L'article est paru en mars. Angélique, 70 ans. J'ai eu peur de mon fils, puis j'ai choisi de vivre. Il y avait ma photo, mon témoignage complet et même des citations du lieutenant Morel et du docteur Mercier. La réaction a été immédiate et massive. J'ai reçu des dizaines de lettres, des femmes qui me remerciaient, d'autres qui partageaient leur histoire, certaines qui demandaient de l'aide. Une lettre m'a particulièrement touchée. Elle venait d'une femme de 82 ans. « Chère Angélique, j'ai lu votre histoire. J'ai 82 ans. Mon fils me traite exactement comme le vôtre vous traitait. Pendant des années, j'ai cru que c'était normal, que je méritais ça, que je n'avais pas le choix. Mais vous m'avez montré que j'ai le choix. Hier, j'ai appelé la police. Aujourd'hui, je porte plainte. Demain, je commence une nouvelle vie. Merci de m'avoir donné le courage que je n'avais plus. Merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard. Avec toute ma gratitude, Geneviève, j'ai pleuré en lisant cette lettre. Mais c'était des larmes de joie, des larmes de sens retrouvées. Ma douleur avait sauvé quelqu'un. Au printemps, l'association m'a demandé si j'accepterais de devenir bénévole permanente, pour accompagner les femmes qui sortaient de situations de violence, pour les écouter, les conseiller, les soutenir. Vous seriez parfaite pour ce rôle, m'a dit Sophie, l'animatrice. Vous avez vécu ce qu'elles vivent, vous savez de quoi vous parlez, et surtout, vous incarnez l'espoir. Vous êtes la preuve qu'on peut s'en sortir. J'ai accepté. 2 fois par semaine,
Je me rendais au centre. J'écoutais des histoires qui ressemblaient à la mienne. Des fils qui volèrent leur mère, des maris qui terrifiaient leurs femmes, des pères qui manipulaient leurs filles. Et à chaque fois, je leur disais la même chose. Vous n'êtes pas seuls, ce n'est pas de votre faute, et vous avez le droit de vous protéger. Une femme, après notre première rencontre, m'a dit « Vous savez ce qui m'aide le plus? C'est de voir que vous avez survécu, que vous souriez à nouveau, que vous vivez. Ça me donne de l'espoir. Alors gardez cet espoir, lui ai-je répondu. Même les jours les plus sombres, gardez-le précieusement. » Un soir de mai, alors que je rentrais du centre, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Pas une lettre recommandée. Juste une enveloppe simple, avec mon nom écrit à la main. L'écriture d'Oscar. Cette fois, je ne l'ai pas laissée traîner. Je l'ai ouverte immédiatement. Maman, je sors dans 3 mois. Mon avocat a négocié une libération anticipée pour bonne conduite. Je ne vais pas revenir à Versailles. J'ai trouvé un travail dans le sud, à Marseille. Un nouveau départ, loin de tout. Je ne sais pas si un jour nous nous reverrons. Je ne sais pas si tu le voudras. Je ne sais même pas si tu as lu mes lettres. Mais je voulais te dire quelque chose d'important. Tu as eu raison. Surtout, j'étais devenu un monstre. Et tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu t'es protégé. Tu as dit non. Et en faisant ça, tu m'as donné la seule chose qui pouvait me sauver. Un miroir. Un miroir qui m'a forcé à voir qui j'étais vraiment devenu. Je ne serai jamais le fils que tu as rêvé d'avoir. Mais je peux devenir un homme dont tu n'auras plus jamais à avoir peur. Et c'est ce que je vais faire. Vis ta vie, maman. Sois heureuse. Tu l'as mérité 1000 fois. Oscar. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans un tiroir, avec toutes les autres. Un jour, peut-être, je lui répondrai. Ou peut-être pas. Le temps me le dira. Mais ce soir-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Oscar avait sa propre route à parcourir. Et moi, j'avais la mienne. Nos chemins s'étaient séparés. Et c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait nous arriver à tous les deux. Il y a 2 ans aujourd'hui, je vivais dans la peur. Je marchais sur la pointe des pieds dans ma propre maison. Je m'excusais d'exister. J'avais oublié ce que signifiait être libre. Aujourd'hui, je suis assise dans mon jardin, par une belle matinée de juin. Les roses que j'ai plantées l'année dernière sont en pleine floraison. Leur parfum se mêle à celui du jasmin qui grimpe le long du mur. Un merle chante dans le cerisier. Et moi, je bois mon thé tranquillement, sans sursauter au moindre bruit. Je suis en paix. Ce matin, Madame Roussel, Madame Fontaine et Madame Lefebvre viennent déjeuner. Nous faisons cela tous les dimanches maintenant. Nous cuisinons ensemble, nous rions, nous partageons nos histoires. Ces femmes sont devenues ma famille, pas celle du sang, mais celle du cœur, celle qu'on choisit. Cet après-midi, j'irai au centre. Une nouvelle femme arrive, une dame de 75 ans, dont le fils la menace. Sophie m'a demandé si je pouvais l'accueillir, lui parler, lui montrer qu'il y a un chemin vers la liberté. Je le ferai, comme je le fais maintenant toutes les semaines, parce que ma douleur a trouvé son sens, parce que ma blessure est devenue ma force. Oscar vit à Marseille depuis 6 mois. Il travaille dans un garage, répare des voitures. Il m'envoie une lettre tous les 2 mois, courte, sobre, des nouvelles de sa vie, sans demander de réponse. La dernière disait simplement « Maman, je vais bien, j'espère que toi aussi. » Oscar, je ne lui ai jamais répondu, pas par cruauté, mais parce que je ne sais pas encore quoi dire. Peut-être qu'un jour, les mots viendront, peut-être pas. Et j'ai appris que c'était acceptable. Le pardon n'est pas un devoir, c'est un choix. Et si ce choix ne vient jamais, ce n'est pas un échec. C'est juste la vie qui continue, avec ses cicatrices et ses frontières. Le docteur Mercier me l'a dit lors de notre dernière séance. Le pardon n'est pas obligatoire pour guérir. Vous pouvez guérir sans pardonner. Vous pouvez vivre en paix sans réconciliation. Ces mots m'ont libéré d'un poids que je portais depuis des mois. La culpabilité de ne pas pardonner. La honte de ne pas vouloir revoir mon fils. J'ai appris qu'une mère peut aimer son enfant de loin, qu'elle peut lui souhaiter du bien sans vouloir le revoir, qu'elle peut fermer une porte tout en espérant qu'il trouvera ailleurs une autre porte qui s'ouvrira pour lui. La semaine dernière, une chose étrange s'est produite. J'étais au supermarché, dans le rayon des légumes, quand j'ai entendu une voix derrière moi. « Madame Thibault ?» Je me suis retournée. Un homme d'une 40aine d'années me regardait avec un sourire incertain. « Oui, vous ne me reconnaissez pas. C'est normal, mais moi, je vous reconnais. J'ai lu l'article sur vous dans le magazine. Mon cœur s'est serré. Je ne savais jamais comment réagir quand des étrangers m'abordaient. Je voulais juste vous dire... » Il a hésité. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Vous dire merci. » « Merci ?» Ma mère, elle vivait ce que vous avez vécu. Avec mon frère, elle ne disait rien. Elle endurait tout. Mais après avoir lu votre histoire, elle a trouvé le courage de porter plainte. Il a essuyé ses yeux. Elle est libre maintenant. Elle sourit à nouveau. Et c'est grâce à vous.
Il est parti avant que je puisse répondre, me laissant seule au milieu des tomates et des courgettes, les larmes aux yeux. Voilà ce qu'était devenu ma vie. Des rencontres imprévues avec des inconnus qui me remerciaient d'avoir survécu. Des histoires qui se multipliaient comme des cercles dans l'eau après qu'on y jette une pierre. Ma douleur avait créé des vagues. Et ces vagues touchaient des rivages que je ne verrai jamais. Ce soir, je vais dîner chez Madame Arnaud. Son fils vient lui rendre visite de Londres et elle veut me le présenter. Pour qu'il voie, m'a-t-elle dit, ce qu'une vraie relation mère-fils devrait être. Je ne suis pas sûre d'être le bon exemple. Ma relation avec Oscar est brisée, peut-être définitivement, mais peut-être que c'est justement pour ça qu'elle veut que je vienne, pour montrer qu'on peut survivre même quand la relation ne se répare pas. Avant de partir, je monte dans ma chambre. La photographie de mariage est toujours là, sur ma commode, celle que j'ai reconstituée, avec ses fissures visibles. Je la prends entre mes mains et je regarde le visage de Henri. Mon amour, j'ai fait de mon mieux, avec Oscar, avec tout. Je ne sais pas si tu serais fier de moi. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je suis toujours là. Je suis toujours debout. Je remets la photo à sa place et je souris. Oui, je suis toujours debout. Et ça, c'est déjà une victoire. Il y a une question qu'on me pose souvent au centre, quand je témoigne. Comment savoir quand il est temps de partir? Ma réponse est toujours la même. Quand vous commencez à avoir plus peur chez vous que dans la rue. Quand vous retenez votre respiration en entendant une clé dans la serrure. Quand vous vous excusez d'exister. C'est là que vous savez. Mais j'ai peur de partir. Moi aussi, j'avais peur. Et vous savez ce que j'ai découvert? Que la peur de partir était moins terrible que la peur de rester. Une jeune femme m'a dit récemment, « Mais s'il change, si je pars et qu'il devient meilleur, alors il sera meilleur pour quelqu'un d'autre ou pour lui-même. Mais votre rôle n'est pas de rester pour espérer qu'il change. Votre rôle est de vous protéger. Ce sont des paroles dures, mais ce sont des paroles vraies. Et la vérité, même dure, est plus douce que le mensonge qui étouffe. Ce soir, avant de m'endormir, je pense à toutes ces femmes que j'ai rencontrées. Celles qui sont parties, celles qui sont restées, celles qui hésitent encore. Je pense à Madame Fontaine, qui a transformé sa colère en action et qui milite maintenant pour des lois plus strictes contre l'abus financier des personnes âgées. Je pense à Geneviève, la femme de 82 ans qui m'a écrit. Elle vit maintenant dans un petit appartement, seule mais heureuse. Elle m'envoie des cartes postales tous les mois. Je pense à toutes ces histoires qui se tissent, qui se croisent, qui se soutiennent. Et je me dis que c'est ça, la vraie justice. Pas celle des tribunaux, même si elle est nécessaire, mais celle du temps qui passe et qui révèle la vérité. Celle du karma qui fait que nos actions finissent toujours par nous rattraper, en bien ou en mal. Oscar a payé le prix de ses actes, pas seulement par la prison, mais par la perte de sa mère, la perte de son foyer, la perte de qui il croyait être. Et moi, j'ai gagné quelque chose d'inattendu. Pas la vengeance, pas la satisfaction d'avoir gagné, mais quelque chose de plus précieux, la liberté d'être moi-même, la paix de vivre sans peur, la joie de me réveiller chaque matin sans redouter la journée qui commence. Il y a quelques jours, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai dansé. C'était chez Madame Roussel, lors d'une petite fête qu'elle organisait. La radio jouait une vieille chanson que Henri et moi aimions. Et sans réfléchir, je me suis levée, j'ai fermé les yeux et j'ai dansé. Madame Fontaine s'est jointe à moi, puis Madame Lefebvre, puis Madame Arnaud. Et nous avons dansé toutes les quatre, ces vieilles femmes qui avaient survécu à tant de choses, qui portaient tant de cicatrices, mais qui étaient toujours capables de rire, de bouger, de vivre. En dansant, j'ai pensé à cette phrase que le docteur Mercier m'avait dite. La guérison n'est pas l'absence de douleur, c'est la capacité de danser malgré elle. Et ce soir-là, j'ai dansé, avec mes cicatrices, avec mes peurs qui ne disparaîtraient jamais complètement, avec mon fils absent et peut-être à jamais perdu. Mais j'ai dansé quand même, parce que j'étais vivante, parce que j'étais libre, parce que j'avais choisi de vivre et non plus simplement de survivre. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si une seule personne qui m'écoute comprend qu'elle a le droit de dire non, qu'elle a le droit de se protéger, qu'elle a le droit d'être heureuse même si cela signifie perdre quelqu'un qu'elle aime, alors ma douleur n'aura pas été vaine. Parce que c'est ça, la vraie victoire. Pas la punition de ceux qui nous ont fait du mal, mais la transformation de notre douleur en lumière pour d'autres. Je m'appelle Angélique Thibault, j'ai 70 ans, j'ai eu peur de mon fils, je l'ai dénoncé, je l'ai perdu. Et j'ai survécu. Plus que ça, j'ai vécu, vraiment vécu. Et si vous m'écoutez en ce moment, si vous vivez ce que j'ai vécu, sachez une chose, il n'est jamais trop tard pour dire non, jamais trop tard pour partir,
jamais trop tard pour choisir vous-même. Vous n'êtes pas seule, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas coupable, vous êtes forte, plus forte que vous ne le pensez. Et un jour, vous aussi, vous danserez. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.